Merci d'être avec nous. Donald Trump ce soir annonce une possible phase 2. Regardez la déclaration, regardez surtout le Lincoln qui sera l'instrument de cette phase 2 si elle a lieu. C'est ce qu'il annonce ce soir. Si nous ne parvenons pas à un accord avec les Iraniens, nous passerons à la phase 2. Vous êtes avec nous, merci beaucoup. Amiral Vichot, vous incarnez les militaires de la mer, vous, ancien patron d'un sous-marin nucléaire, lanceur d'engins. On va parler évidemment avec vous beaucoup de ces dispositifs militaires. Avec vous, Sylvie Berman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Avec Elisabeth Shepard-Selam, bonsoir Elisabeth. Et avec vous, Sophia Amara. Un mot là-dessus, puisqu'on va aller à la suite du programme, mais un mot sur cette montée de la tension avec les moyens de l'avoir, puisqu'il y a les paroles et il y a les actes avec, puisqu'il annonce il confirme sur Fox News le deuxième groupe aéronaval, Amiral Bichot. Alors, le deuxième groupe aéronaval, je ne sais pas s'il a dit lequel ce serait. Apparemment non. Il y a une petite incertitude entre le Bush qui a appareillé effectivement de Norfolk et puis il y a le Theodore Roosevelt qui lui aussi vient de refaire le plein de sa soute à munitions sur la côte ouest des États-Unis. Donc, dans le seul port en eau profonde où les porte-avions peuvent accoster pour se ravitailler en munitions. Elisabeth. D'abord, c'était une rumeur et on se posait quand même la question de pourquoi avec ces négociations en cours. Maintenant, c'est confirmé. C'est ce qui était intéressant, c'est que le rumeur a commencé bien évidemment dans les infos israéliennes, la chaîne 12, et maintenant il le dit surtout aux Américains, ce qui est quand même important s'il va engager les moyens américains et au monde. Et on imagine que il faut se rappeler quand même que c'est plus de 5000 soldats, marins oui. par groupe naval. Donc c'est quand même énormément de moyens mis à la disposition. Et l'information qui arrive à l'instant, l'armée de l'air américaine affirme être prête à équiper l'ensemble de sa flotte de B-52 pour des missions nucléaires et à doter ses missiles balistiques intercontinentaux de têtes multiples si elle en reçoit l'ordre. Il y a une espèce de langage militaire, Sylvie Berman. D'un côté, il y a l'arme de la main de la diplomatie, on va y revenir, mais la main de la militaire est en train de se muscler. Oui, absolument, mais c'est la méthode Trump et même la méthode américaine de manière générale. Encore une fois, c'est le big stick, le gros bâton, et on discute sous la menace pour montrer que si effectivement ils ne font pas de concessions dans les négociations, eh bien, ils n'hésiteront pas à recourir effectivement à l'arme militaire, sachant que les négociations, pour le moment, il semblerait que les Iraniens soient prêts à faire quelques concessions. Mais bon, et nous sommes en direct avec Sonia Dridi. Sonia, vous êtes à Washington, on vous retrouvera un peu plus tard dans l'émission. Les autres nouvelles, elles concernent très directement l'affaire Epstein et ses ramifications en France. Regardez, d'abord, il y a l'épisode Haïdan, c'est ce diplomate français, et on va entendre dans quelques instants le président de la République qui prend date puisqu'il demande des enquêtes renforcées. Vous connaissez si bien le Quai d'Orsay, Sylvie Brand, il se passe là, ça ressemble quand même à un petit affolement, hein. Oui, mais parce que effectivement, moi, Aidan, je l'ai connu parce que il accompagnait Rod Larsen. C'était un spécialiste du Moyen-Orient. Il était reçu constamment à Paris et dans le reste du monde. Rod Larsen et sa femme avaient participé aux accords d'Oslo et ils étaient très respectés dans le système Nations Unies. Moi, j'étais directrice des Nations Unies à l'époque au Quai d'Orsay. Et effectivement, on a appris cette affaire il y a quelques jours. Et ce qui est très étrange, c'est qu'il est rentré à Paris. Mais il a retrouvé un poste tout de suite. Et autre bizarrerie quand même, mais qui là vient des États-Unis, c'est que en fait, en général, le FBI ne laisse passer personne. Et il y avait eu une enquête, et en fait, il retourne régulièrement aux États-Unis. Cette affaire vous semble bizarre ? Ce qui me semble bizarre, c'est que après avoir été rappelé, puisqu'il est accusé effectivement d'avoir visité en permanence des sites pédopornographiques, il me paraît étrange qu'il ait eu dans la foulée un poste, même s'il n'a pas été envoyé à l'étranger, et d'autre part qu'il puisse retourner aux États-Unis. La proximité dont vous parlez avec Rod Larsen, il faut dire un mot. Alors, tout ça, c'est des gens qui ne sont pas connus du grand public en France, mais qui ont beaucoup compté. Rod Larsen et son épouse Mona Jout, ils étaient au corps des accords d'Oslo avec les Palestiniens et les Israéliens, très respectés, des gens vraiment. Alors là, on les présentait. Iconique. Ouais, des icônes en tout cas dans votre monde. Aux Nations Unies. Non, mais Chirac les recevait. On est loin des icônes, c'est-à-dire ce sont des gens quand même. Ils utilisaient l'appartement d'Epstein à New York et à Paris, et ils ont permis, parce que ça semble étonnant qu'ils n'aient pas été au courant, que sur le testament de leurs enfants, Epstein écrive 10 millions de dollars.
Alors, elle était ambassadrice en Irak et en Jordanie, elle a dû démissionner. Moi, je l'ai connue comme ambassadrice à Londres parce qu'elle avait remis ses lettres de créance juste avant moi. Donc, à chaque fois qu'il y avait un événement à Buckingham, j'étais à côté d'elle. Et je revoyais à cette occasion Rod Larsen. Et effectivement, ils étaient à l'époque considérés comme... je disais iconiques, ils étaient très respectés, ils voyageaient partout dans le monde. Et en fait, Fabrice Edan, c'était quelqu'un qui ouvrait les portes, qui était charmant. Et on découvre aujourd'hui, effectivement, qu'il y a eu malversation financière. Pour le reste, évidemment, on n'en sait rien, mais c'est un choc. Le côté tartufferie, parce que je vous taquine, mais vous en parlez sur un ton un peu mondain, mais bien sûr, c'est pas votre faute à vous en rien. Voilà, vous en parlez sur le ton, c'est normal. C'était le thé de 5 heures, quoi. À Londres, tous ces gens-là étaient charmants. Et en réalité, ces gens qui paraissaient comme des références morales, 10 millions sur le testament de leurs enfants, utiliser l'appartement d'Epstein à New York et à Paris, n'importe quelle personne un peu sensée, indépendamment, l'enquête dira ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est pas très très convenable, disons, pour dire les choses à l'ancienne. C'est clairement pas convenable. Ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est l'étendue dans le temps, mais aussi géographiquement, avec des élites des deux bords politiques, aux États-Unis et ailleurs. Acheter, disons les choses. Ou soudoyer, ça dépend. 10 millions, ça commence à être acheté, disons. Là, je pense qu'on peut dire... Mais c'est des cadeaux, parfois, on comprend pas en échange de quoi. Et c'est ça aussi, il y a beaucoup de mystères. Moi, je feuilletais dans le base de données, j'avoue, pour chercher certains noms. Et c'est incroyable à quel point... Il a donné des cadeaux, un peu de tout et n'importe quoi à des gens, et je me demande vraiment, en échange de quoi? Mais c'est l'organisation d'un réseau, un peu, donc... Est-ce que les services pouvaient ne pas savoir? On reviendra au cas français, aux gens achetés, et vous allez voir, il y a un autre cas, un musicien français, le cas est encore plus vertigineux. Mais passons par vous à Washington, Sonia Dridi, vous avez interviewé cet élu républicain qui a pu consulter les emails non caviardés. C'est très important, vous allez nous l'expliquer, on l'écoute d'abord. Il est évident que sa vie a été étroitement surveillée par la CIA. Il est impossible d'interagir avec autant de personnes à ce niveau du gouvernement, avec un tel niveau d'influence, sans interaction avec la CIA. C'est notre propre agence de renseignement. Voilà, Sonia Dridi, très intéressant moment. On comprend qu'on va en parler de la question hypothèse. Est-ce que le KGB, le FSB a manipulé? Est-ce que le Mossad a manipulé? Et d'abord la CIA, est-ce qu'elle pouvait ignorer tout ça? Oui, alors ce que dit cet élu républicain, qui est vraiment l'élu républicain qui s'est battu pour que ces documents de l'affaire Epstein soient publiés, selon lui, Epstein était lié à la CIA, il était au moins surveillé par la CIA. Il dit que c'était impossible d'avoir toutes ces relations et ne pas être lié d'une façon ou d'une autre à la CIA. Et en effet, lui a pu consulter ces documents ces derniers jours, les documents qui ne sont pas caviardés. Et c'est vraiment ce que pensent de plus en plus, on le sent dans l'opinion publique, de nombreux Américains, que on a vu avec ces documents, notamment ces 3 millions de documents qui ont été révélés, les derniers documents révélés, qu'ils cherchaient vraiment à entretenir ces relations avec des dirigeants du monde entier, des scientifiques, des personnalités du monde de la culture, entretenir les relations, parfois les monnayer. Et ces documents révèlent notamment qu'il avait des connexions avec des personnalités russes qui étaient d'intérêt pour la CIA, qu'il a aussi échangé des emails avec l'ancien directeur de la CIA sous Biden, Bill Burns, à l'époque où il était diplomate. Donc c'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions sur ces liens avec la CIA. Vous nous avez rejoint, Gallagher Fenwick, bonsoir. La pelote, le fil, tous les fils de la pelote, et comme vous le disiez vous-même aussi, cette fois la CIA arrive dans l'effet domino. Non, effectivement. Après, il faut se dire que, et c'est documenté, on a des photos, Jeffrey Epstein fréquentait Bill Clinton, qui est un ancien président des États-Unis. C'est une personnalité d'une telle importance que la CIA le suit, évidemment, est au courant de ses fréquentations et passe au crible, et pour des raisons de sécurité nationale, les fréquentations d'un ancien président.
Maintenant, ce qui est troublant, c'est que si la CIA est au courant de ces fréquentations et des pratiques de Jeffrey Epstein, on a une couverture qui est organisée par les plus grandes agences de renseignement au monde, en l'occurrence celle des États-Unis, et donc ça va forcément nourrir tout un tas de théories. La pratique du compromat, qui est très russe, historiquement, oui. Est-ce qu'elle existe aussi aux États-Unis ? Je recommande toujours, on le faisait hier, ce livre de Marc Duguin sur Hoover. Oui. Hoover, c'était le stade extrême où il fallait avoir un petit dossier sur chacun, qui couche avec qui a eu des compromissions, qui a consommé de la drogue, etc. Ça continue ? Bien sûr. L'actuel ambassadeur des États-Unis en France s'est vu reprocher cette pratique-là, ce qu'on appelle le honeypot, donc le fait d'organiser une coucherie entre une personne à laquelle vous souhaitez du mal ou vous souhaitez faire tomber. Vous documentez cela et ensuite, soit vous faites chanter cette personne avec ces preuves-là, ou soit vous fournissez des documents potentiellement compromettants à des gens qui peuvent porter du tort à la personne en cause. Les effets jusqu'en France. Regardez, cette fois on parle d'un autre personnage, on n'est plus sur Aidan ou Aidan, ils ont tous des noms pas compliqués. C'est Simon Gréchy. Il est pianiste tout à fait considérable, reconnu dans le milieu de la musique pour son talent. Encore une fois, prudence, beaucoup de ces gens contestent évidemment les faits, des enquêtes diront il y a plusieurs gradations, certains étaient simplement en contact et d'autres ça va un peu plus loin. Dans son cas précis, alors on va passer dans ici, mais Epstein lui aurait proposé de refaire sa dentition parce que, disait-il, elle n'était pas à la hauteur de sa carrière et se faire traiter les caries, se faire poser un appareil dentaire, etc. pour une facture, même la précision est là, de $4 207 qu'Epstein paye en intégralité. Ça paraît tellement terrible qu'une facture $4 207. Là, on est dans le trivial, le plus trivial. Oui, totalement, mais encore une fois, c'est une méthode, c'est un réseau, donc il rend des services à tout le monde. Ce qu'il en attend après, j'en sais rien, mais il n'était pas lié. C'est pas Lang qui avait demandé effectivement ou qui avait présenté ce pianiste, et donc voilà, c'est une espèce de toile d'araignée. Ça, c'était la méthode Epstein, vraiment. Là, on comprend en tout cas cette façon d'agripper comme ça, comme les mafieux. Ils vous donnent d'abord un truc, et puis un autre, et puis comme ça, ils vous tiennent. Et d'ailleurs, il demandait l'octroi de visa, il demandait à rencontrer Poutine, ce que manifestement il n'a pas réussi à faire, il demandait à être mis en contact avec des hautes personnalités également en France. Vous vous seriez méfié, vous vous seriez méfié, vous, Sylvie ? Si j'avais su qui c'était à l'époque, oui. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, et j'aurais sûrement pas pris son avion. On va revenir un peu plus tard dans l'émission. Je vous passerai tout à l'heure la parole. Évidemment, les suites de l'affaire Epstein et aussi évidemment ce qui se passe aux États-Unis. Je rappelle cette déclaration ce soir de Donald Trump menaçant la dictature des Mollahs de passer à la phase 2. Et on verra avec vous, Amiral Bichot, vous êtes sur ce plateau. D'ailleurs, vous nous expliquerez ce petit badge qui a tout son sens dans l'actualité qu'on a là. Il n'y a que 2 types de navires, les sous-marins et les cibles. Ça, c'est l'humour sous-marinier. C'est le vôtre. Vous nous expliquerez ce que ça veut dire dans quelques instants. On se retrouve, à tout de suite. Merci d'être avec nous. Nous suivons les événements en cours. Cette déclaration ce soir de Donald Trump annonçant une possible phase 2 pour faire plier le régime de dictature des Mollahs. Il dit s'il ne cède pas, nous allons passer à la phase 2. On verra ce que ça signifie très exactement en termes militaires et on sera puissamment aidé par l'amiral Jean-Louis Bichot qui est là et par Gaëtan Powys, journaliste de défense pour Air & Cosmos qui nous a rejoint également exceptionnellement. Bonsoir, d'habitude vous êtes en duplex de Belgique. Merci d'être là. On y revient dans quelques instants, mais les suites, on le disait, de l'affaire Epstein avec la ramification française. Non seulement, cette fois, ce sont les artistes, les musiciens, Simon Gréchy, dont on parlait tout à l'heure, à qui Epstein a payé, semble-t-il, une nouvelle dentition. On lui a proposé Frédéric Chalin, musicien illustre. Là aussi, c'est un cas tout à fait intéressant. Et on est toujours avec vous, Gallagher Fenwick. Il y a comme ça une succession de gens et de liens qui apparaissent. Alors, dans cette filiale-là, il y a notamment Ehud Barak. Il y a des gens comme le Britannique Mandelson. Et puis, à l'arrivée du bout, c'est comme un jeu de domino, eh bien, il y a beaucoup de Français. Non, effectivement, il y a cette toile qui n'est absolument pas terminée. J'imagine que certains Françaises sont en train, d'ores et déjà, de préparer une éventuelle défense quand leur nom finiront par sortir. Il faut rappeler qu'il y a 3 millions de documents. Ce ne sont pas les derniers documents. Il y en a d'autres qui vont sortir. Tout à l'heure, on entendait le républicain Thomas Massie au micro de Sonia Dridi
qui lui demande à consulter des documents caviardés afin de voir des noms, et il en a révélé sur le parterre de la Chambre des représentants. Pour ce qui concerne ce pianiste, je crois français ou franco-libanais, on peut se demander mais quel intérêt. Et en réalité, ce que lui explique, c'est qu'il avait une relation, je cite, enfin c'est son conseil qui explique cela, une relation artiste-mécène. Mais que, et ça a été dit par Madame l'ambassadeur, l'entremise c'était Jack Lang. Et c'est peut-être une manière pour Jeffrey Epstein de montrer à Jack Lang, justement, qui est un contact qui l'intéresse et qui peut le mener à d'autres personnalités encore plus importantes, qu'il est sérieux, qu'il a des moyens et qu'il peut animer tout un réseau autour de Jack Lang. Les gens achetaient. Alors, encore une fois, prudence, tout ça est au conditionnel. Beaucoup de ces gens contestent les faits. Les enquêtes diront ce qu'il en est. Mais enfin, là, il y a quand même beaucoup de faisceaux, notamment pour Jagland, qui était l'ancien président du prix Nobel. Là aussi, c'est vertigineux. C'est l'ancien président du Nobel, du comité Nobel. C'est des gens au-dessus de tout soupçon, travaillistes, à tous égards bien pensants, très bien considérés, internationaux. Et voilà. Là, on tombe de 25 étages. Et puis, il y a les moyens financiers. L'appartement à Paris, avec ces 800 mètres carrés avenue Foch. Le Lolita Express, c'est-à-dire cet avion qui était un grand avion privé, un avion privé considérable. Et là aussi, il l'appâtait comme ça, ne serait-ce qu'en disant « venez ». Alors, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'il s'appelle le Lolita Express. C'est évidemment référence faite à l'œuvre de Nabokov et ses rapports à l'âge des femmes, donc des filles, devrais-je dire, qu'il faisait monter à bord afin qu'elles soient, si vous me permettez le verbe, consommées par des hommes qu'il faisait également monter à bord. Hier, vous aviez une journaliste enquêtrice, Madame Ilous, sur ce plateau, qui après m'expliquait que, et ça c'est Virginia Giuffre dans son livre Nobody's Girl qui le raconte, que Jeffrey Epstein, à un moment, lui avait dit, écoute, tu vas monter à bord de cet avion, il va tourner au-dessus de New York pendant 1 heure et demie, et tu seras en compagnie d'un ancien Premier ministre, qui était sans doute, je devrais employer le conditionnel, Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien, afin que ce dernier puisse abuser d'elle, sans révéler cette identité. En revanche, Virginia Giuffre raconte ça par le menu dans son livre. C'était également le moyen qui lui permettait d'acheminer des gens, l'ancien président Bill Clinton, en direction de son île, pas seulement d'autres. Et c'est aussi, ça renvoie à cette manière dont cette élite qui est mise en cause s'affranchit de toutes les règles et des frontières. Le crime se pratique à bord et ça permet de se déplacer très facilement et de se sentir, j'allais dire, immunisé, imperméabilisé au-dessus des lois et libre de voguer, encore une fois, entre différents univers pour ça. Quelle est la part de tartufferie générale ? Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre de façon de dire toutes les élites sont pourries, mais est-ce on découvre une tartufferie, disons, plus étendue que ce qu'on pensait dans certains milieux qu'on croyait corrects ? Oui, oui et non, mais vous avez ça également en termes de criminalité ordinaire. Les juges d'instruction vous le diraient, des hommes, parce que c'est en général c'est des hommes qui appartiennent à des familles très bourgeoises, très traditionnelles et qui ont une seconde vie. Donc, je veux dire, l'appât, de l'argent, du sexe, c'est pas quelque chose de surprenant. Mais là, ça a visé un certain nombre de personnalités. Vous avez mentionné Jagland, qui avant d'être à la tête du prix Nobel était quand même le secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il y a Mandelson. Alors Mandelson a toujours eu la réputation d'être le prince des ténèbres. Il y avait le fils de la reine d'Angleterre aussi, qui lui pour le coup avait déjà une mauvaise réputation, mais qui est complètement mouillé. On évoquait tout à l'heure la reine de Norvège. Un couple de diplomates qui, à l'époque, parce qu'ils avaient aidé aux accords d'Oslo, étaient considérés comme iconiques. Donc vous avez des personnalités dont on n'attendait pas cela, effectivement, mais il doit y avoir non seulement d'autres cas, comme l'a dit tout à l'heure Gallagher Fenwick, mais encore une fois, dans toutes les sociétés, vous avez des cas de ce type. Regardez cette image, et on s'y étendra plus longuement tout à l'heure, puisqu'une consoeur qui a beaucoup travaillé sur l'enquête, qui a enquêté sur cette affaire Epstein nous rejoindra, c'est la responsable, la directrice de la rédaction de Marianne. C'est l'image de la galaxie Epstein, image tout à fait fascinante. C'est un site c'est un travail de numérisation très rigoureux apparemment, qui a pris simplement tous les emails et on voit à quel point il y a des espèces d'arborescence où il touche quelqu'un qui lui permet de toucher plein de gens. Et tout à l'heure, j'ai cherché le nom de ce pianiste dans cette arborescence, donc j'ai juste rentré Simon. Et ce qui est effrayant, c'est vous rentrez par exemple ce prénom et vous avez tout un tas
de Simon. C'est-à-dire que statistiquement, d'accord, il y a beaucoup de noms de personnes qui peuvent avoir ce nom comme, j'allais dire, deuxième prénom ou dans un nom de famille composé, mais vous employez le bon terme, cette galaxie, elle est visuelle. On dirait vraiment... Regardez, le point rouge, évidemment, c'est Epstein, et puis, par exemple, il connaît tel personnage, le prince Andrew, qui l'aide à avoir des dîners avec un tel et une telle et machin et truc, et comme ça, c'est un nouvel arbre qui commence. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir que la justice parvienne à mettre un mot, un qualificatif sur qui était Epstein. Est-ce que c'est seulement un narcissique ? Est-ce que c'est une crapule ? Est-ce que c'est un agent du renseignement ? Et ces propositions ne sont pas mutuellement exclusives. Si oui, pour qui travaille-t-il ? À quelle fin ? Et on peut travailler pour plusieurs services en même temps. Et au travers de cette galaxie, on voit aussi la manière qu'il avait de faire se rencontrer différents univers. Et donc d'être le soleil de cette galaxie autour duquel pouvaient graviter des gens de la culture, des gens de la politique, des penseurs, des capitaines d'industrie, des politiques de premier plan, et puis d'autres astres, j'allais dire, de taille moyenne, comme ce pianiste, qui pouvait servir à rabattre ou à amener éventuellement d'autres personnes. Sophia. Oui. C'est vrai qu'il y a deux questions essentielles que soulève, entre autres, cette question. C'est une galaxie, c'est une nébuleuse même, je dirais, mais les degrés de responsabilité. Un Jack Lang est-il aussi responsable ou moins responsable que ce pianiste qui finalement a été introduit auprès d'Epstein par Jack Lang, et puis Epstein a voulu lui rendre service sûrement pas pour la valeur des informations qu'il pouvait lui apporter, ni même pour les jeunes filles qu'il pouvait lui présenter, puisqu'il fréquentait des directeurs de top modèles, etc. Mais c'est tout ça qui fait que finalement, le simple fait d'avoir touché à Epstein, de lui avoir parlé, d'avoir échangé des mails avec lui, évidemment, ça pose problème. Et donc, comment établir les responsabilités ? Deuxièmement, ce qui interpelle beaucoup ce soir, c'est pour qui travaillait-il ? Et a-t-il travaillé pour la CIA ? Et la CIA a-t-elle couvert ses crimes ? Et c'est ça le problème. La suite dans quelques instants. Et je vous donnerai la parole et on aura longuement... cette image est tellement fascinante et dit tellement de choses sur le réseau tentaculaire d'Epstein. Et je vous rappelle donc cette consoeur F. Sepstel de la direction de la rédaction de Marianne nous rejoindra. L'autre information de la soirée, c'est la montée en puissance militaire des États-Unis d'Amérique et du président. Et je rappelle, vous êtes avec nous, amiral Jean-Louis Vichot, et vous aussi, Gaëtan Powys. Les annonces faites tout à l'heure sont concernant l'armée américaine en général, pas seulement l'Iran. L'armée de l'air américaine affirme être prête à équiper l'ensemble de sa flotte de B-52 pour des missions nucléaires. Alors tous le peuvent, mais à les équiper de façon effective et à doter ses missiles balistiques intercontinentaux de têtes multiples si elle en reçoit l'ordre. Actuellement, tous les B-52 peuvent porter la bombe, n'est-ce pas ? Oui, mais ils ne sont pas chargés de le faire. C'est-à-dire qu'actuellement, on est toujours dans la traînée, si j'ose dire, des accords START qui limitaient le nombre de têtes déployées, c'est-à-dire on compte les têtes nucléaires et on observe celles qui sont déployées et celles qui sont dans les entrepôts, c'est-à-dire pas prêtes à l'emploi. Et donc, dans les deux accords, dans l'accord START qui avait été renouvelé, les deux grandes puissances que sont la Russie et les États-Unis d'Amérique s'étaient mis d'accord pour ne pas dépasser un certain plafond qui est, pour faire simple, de l'ordre de 2000 têtes, alors qu'ils en ont entre 5 et 6 000 en stock. Donc vous voyez que c'est pas du tout du même genre. Là, ce que dit Trump, c'est qu'en fait, s'il réarme effectivement tous ces B-52 avec des munitions nucléaires, avec des têtes nucléaires, s'il met plusieurs têtes par missile, à ce moment-là, il va monter le nombre de missiles déployés. C'est-à-dire qu'il est en train d'entrer dans la surenchère avec le président Poutine sur le renouvellement possible, mais qui actuellement n'est pas à l'ordre du jour, pas encore, il devrait être à l'ordre du jour, puisque cet accord START, il a cessé d'exister, il a atteint sa date de péremption, mais on prépare le prochain jeu de poker, en quelque sorte. Gaëtan Powys, sur cette montée en puissance, parce qu'il y a la double annonce sur les B-52 et de façon générale aussi sur les missiles balistiques intercontinentaux de têtes multiples. Oui, tout à fait. Alors, pour compléter ce qui vient d'être dit, l'annonce m'étonne. Alors, concrètement, les B-52 ont déjà cette mission nucléaire. Comme ils le peuvent, mais là, ils veulent dire de manière systématique. Oui, alors tous
là c'est quand même étonnant parce que ça fait beaucoup de têtes pour les équiper, mais qui plus est, pour les missiles balistiques intercontinentaux, donc ceux qui sont tirés depuis des silos, qui sont enterrés, là on parle des Minuteman, les Minuteman ont été démirvés, à savoir qu'ils n'emportent désormais plus qu'une seule tête. Avant ils pouvaient emporter plusieurs têtes, là maintenant le président américain annonce que on peut équiper de plusieurs têtes nucléaires des missiles qui ne sont théoriquement plus équipés. Donc est-ce que le président a mal été informé ou inversement, est-ce que justement le président est en train de modifier ces missiles pour pouvoir les remirver et pouvoir équiper de multiples têtes? Il relance l'escalade nucléaire. C'est typiquement ça. Ce que vous dites est très impressionnant. On comprend qu'on vit un moment de bascule où face aux Russes, face aux Chinois, face à l'Iran bien sûr, mais l'Iran est un adversaire de taille beaucoup plus modeste, même si on va en reparler, il passe beaucoup de choses, mais il est en train vraiment de montrer les dents. Alors, il y a un autre problème, il y a un autre problème, c'est que il n'a plus beaucoup de missiles. Enfin, j'exagère, mais la nouvelle génération n'est pas encore là. Les missiles Minuteman sont relativement anciens, donc on peut penser qu'un certain nombre ne sont plus opérationnels. Et par conséquent, s'il veut tenir son rang, voire monter ce rang, il faut qu'il passe sur des missiles Mirvé pour l'ensemble de ces missiles Minuteman. Il faut savoir que derrière, les Chinois, eux, sont en train de monter également leur nombre de têtes. Ils sont passés de 250 à 500. On est à 500 aujourd'hui. Et ils seront bientôt à 1000. Donc, avec comme d'habitude, une pente à la chinoise qui est très raide. Donc, ça aussi, ça tracasse. Et sans accord. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est précisément ce qui a changé la donne. C'est l'irruption de la Chine dans ce qui était avant une forme de condominium. Ils étaient à 2, aujourd'hui ils sont à 3. Et la Chine n'est pas prête, elle, à se prêter à un accord dans la mesure où elle fait pas encore jeu égal avec les deux autres puissances. Et du coup, effectivement, il y a une relance alors du nucléaire, mais de manière générale de la course aux armements. Mais depuis le 4 février, nous avons très officiellement basculé dans un monde où nous n'avons plus aucun traité qui limite les armes stratégiques. Je parle sous votre contrôle. SALT 1, SALT 2, START 1, START 2, New START. Que rien de tout cela, c'est quand même passablement inquiétant. Il y a une conjonction entre ce qui se passe en Iran, on va y venir tout de suite avec les annonces de la soirée, le ton face à la Chine et le ton face à la Russie. La Russie commence à s'énerver, on verra tout à l'heure. Ce qui arrive à Cuba, ce qui arrive au Venezuela ne la fait pas du tout rire. Ah non, mais ça fait ni rire les Russes, ni rire les Iraniens, ni rire les Chinois, parce que entre le pétrole qui allait chez les Chinois, notamment d'Iran, le Venezuela qui était aussi une plateforme à la fois pour les Russes et pour au moins les proxys et les Iraniens. Et l'argent iranien. L'argent iranien, l'argent du Hezbollah aussi. Donc aujourd'hui, il est en train de serrer toutes, je vais dire, ses adversaires, parce que je pense qu'il ne considère pas la Russie forcément comme un ennemi, même si pour les deux autres, je pense que c'est assez clair. Il est en train vraiment de prendre, c'est comme des dominos, un par un pour arriver à ses fins à long terme. C'est à la fois très inquiétant parce qu'on voit cette course à l'armement et pour une fois, peut-être très habile si c'est une stratégie claire dans sa tête. Il faut bien voir que la stratégie du président Trump, elle n'est pas totalement laissée elle-même, et surtout pas uniquement militaire, elle est d'abord énergétique. C'est parfaitement clair, c'est un homme du pétrole, on le sait, par ses liens financiers, par ses supporters, tous ceux qui l'ont aidé pour être à la place où il est aujourd'hui. Il est très préoccupé par l'énergie. Il est d'autant plus préoccupé par l'énergie que toute ambition qu'il a sur l'intelligence artificielle est extraordinairement gourmande en énergie, puisque les data centers, les fameux data centers, sont vraiment des puits à énergie. Écoutez sa déclaration sur la deuxième flotte, le deuxième groupe aéronaval et cette deuxième armade donc qu'il dirige vers l'Iran. Nous devons convenir d'un accord, sinon il y aura des conséquences très dramatiques. Et je ne veux pas que ça arrive. Ils auraient dû faire un accord la première fois. À la place, ils ont eu l'opération Marteau de minuit. Ce sera vraiment dramatique s'ils ne conviennent pas d'un accord. S'il n'y a pas d'accord, ce sera une histoire différente. Netanyahou m'a dit « Arrêtez de les divertir et arrêtez de leur parler ». Je n'ai pas dit que je ne discuterai pas. Je leur parlerai aussi longtemps que je le souhaite et nous verrons si nous n'arrivons pas à nous entendre avec eux. Si ce n'est pas le cas, nous passerons à la phase 2. La phase 2 sera très difficile pour eux. Ce n'est pas ce que je recherche.
Ah voilà, vous l'avez entendu, il joue un peu Netanyahou comme le mauvais flic, hein. Bon, le gentil flic et le méchant flic. Il dit moi, faut pas trop me pousser parce que derrière j'ai l'autre qui est encore plus dur que moi, Sylvie Varane. Oui, non, lui il dit moi ce que je souhaite c'est un accord, mais Netanyahou souhaite au contraire que je frappe, et ce que je n'hésiterai pas à faire en rappelant l'opération marteau de minuit, alors que on se disait il se dégonfle toujours et que il a effectivement frappé. Donc il a quand même cette forme de crédibilité. Regardez, il a retweeté, c'est très intéressant, le processus. C'est le Wall Street Journal qui publie des informations sur le fait que Trump et ses généraux prépareraient une montée en puissance. Et notamment le porte-avions USS George Bush, qui termine en ce moment un entraînement et qui serait ajouté à tout cet appareillage. Et Trump a retweeté l'article du Wall Street Journal. Ouais, mais on parlait de cela hier soir et de la manière dont fonctionne ce Pentagone, et je cherchais le terme idoine. On a convenu que voilà, original ou inédit ou quoi, parce qu'ils ont réorganisé le rapport à la presse. Et vous savez, on parlait du donnant-donnant il y a quelques instants sur un tout autre personnage dans d'autres circonstances. Voilà, Donald Trump a envie d'accroître la pression psychologique sur les Iraniens. Il veut que ça fasse du bruit. Vous appelez le correspondant du Wall Street Journal. Vous lui vendez quelque chose qui n'est pas exactement une info, parce qu'il donne pas l'ordre du déploiement, il donne l'ordre de la préparation. Mais il veut que ce soit gros. Donc le Wall Street Journal dit écoutez, si vous me donnez ça, ou si on prend ça, vous me donnez autre chose. Donc voilà, il publie, et le travail est fait pour Donald Trump. Et vous venez de l'illustrer, il n'a qu'à faire une capture d'écran, histoire d'amplifier davantage le message en direction du régime iranien. À un moment, il faudra quand même qu'on fasse, si vous voulez, j'allais dire un tableau récapitulatif que je n'ai pas encore vu, de tous les moyens, c'est-à-dire terrestres, maritimes et aériens, qui commencent à être consolidés autour de cette zone, qui sont véritablement colossaux, surtout si on finit par ajouter celui-ci qui ne navigue pas tout seul. Il y en a un troisième. Faut le rappeler, ouais. Il y en a un troisième, c'est Theodore Roosevelt, qui vient d'appareiller, lui, de la côte ouest des États-Unis et qui arrive par le Pacifique. Donc c'est pas du tout impossible que celui-là aille aussi par là. Ou alors il peut s'arrêter en mer de Chine, hein. C'est peut-être encore autre chose. Dites un mot, on va s'attarder sur ce déploiement. On assiste là à un déploiement de très très grande envergure, et on va voir tout le dispositif. Vous êtes avec nous aussi, Edouard Kuckerman, vous êtes ancien porte-parole de l'armée israélienne. Beaucoup de choses passent par Israël en termes d'information, en termes de pression. C'est très précieux de vous avoir aussi, mais si on reste, nous faire patienter quelques instants sur les porte-avions, ce qu'ils représentent. Je rappelle, ça c'est votre humour de sous-marinier. Il n'y a que deux types de navires, les sous-marins et les cibles. Oui, la cible la plus tentante, c'est le porte-avions. Ouais, Quand on s'entraîne, c'est la plus difficile à atteindre, et c'est le porte-avions. Ça c'est le rêve pour vous, avoir le porte-avions ennemi. Quand on arrive à pénétrer une force adverse et à s'infiltrer dans son écran, on est très fiers. Mais c'est pas facile, c'est pas un sport de masse. Là, qu'est-ce que représente ? Pourquoi ? Parce qu'il y a les deux thèses, on les entend, ceux qui disent c'est surtout politique, etc., et ceux qui non, là, un porte-avions, c'est une puissance considérable. C'est avant tout politique. C'est essentiellement politique, c'est évidemment militaire aussi, mais c'est politique. D'abord, encore une fois, ce qui est formidable dans le porte-avions, c'est que c'est une portion de votre territoire. Donc le président de la République, sur le porte-avions, il est totalement libre. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation des autorités locales pour faire décoller et atterrir ses avions. Alors, souveraineté, on revient toujours à ça, c'est un morceau de souveraineté. Exactement, c'est un morceau de souveraineté, et c'est vraiment la souveraineté militaire par excellence. Gaëtan Powys, je suis impressionné de voir ça, à quel point, on dit même que les présidents des États-Unis, quand ils arrivent au bureau ovale, ils demandent où sont mes porte-avions. En France, on disait où est la Légion, où sont les Meursoins, et eux, ils disent ça. Mais non, mais concrètement, on est sur 11 porte-avions, c'est quand même pas rien. Ce sont des bases qui sont mobiles. Alors 11, il en reste 4. En théorie, c'est ça. Concrètement, il y en a 4 qui naviguent aujourd'hui. Il y en a qui sont en entretien. C'est un cycle constant et continu. La France, malheureusement, aujourd'hui, c'est un porte-avions. Et là, c'est quand il est en entretien, on ne sait pas l'utiliser. En revanche, là, c'est une base aérienne qui est flottante, qui bouge non-stop, qui est couverte, qui a des défenses antiaériennes, antimissiles, grâce... Anti-sous-marine aussi, j'allais y venir, avec aussi même un sous-marin qui l'escorte. Donc vraiment, c'est complet, que ce soit au niveau défensif, mais aussi offensif, parce que derrière, bien évidemment, ce sont plus de 60 avions de combat, avec des avions de combat furtifs, les F-35C, et des avions de guerre électronique. Vraiment, c'est un package complet qui est disponible, et bientôt un deuxième avec l'arrivée du George Bush. Et peut-être un troisième, puisque vous dites que le Roosevelt semble s'approcher de la région aussi. Monsieur Kuckerman, est-ce que vous espérez cela ?
de la côte ouest des États-Unis d'Amérique. C'est sûrement pas de la plaisance. C'est Non. pas pour aller visiter les îles au large de la Croatie. Certainement pas. Est-ce que vous espérez ça, s'il vous plaît, Monsieur Kuckerman, vous les Israéliens, si je peux me permettre de vous citer tous ensemble, est-ce que vous espérez que maintenant les États-Unis agissent? Oui, on espère qu'Israël pourra bénéficier d'une action américaine, parce qu'aujourd'hui, Israël n'est pas seulement menacé par la puissance militaire iranienne, mais également par les missiles balistiques qui peuvent à tout moment attaquer Israël, mais ils peuvent attaquer à long terme l'Europe. Il y a également les proxys qui agissent, les organisations terroristes qui agissent par procuration au nom des Iraniens et qui ont été financés, qui ont été fournis en armement par l'Iran. Donc on a toutes ces menaces qu'on a vues dans les 2 dernières années qui ont pesé sur Israël. On était confrontés à 7 fronts durant ces 2 dernières années, et que c'est le moment ou jamais de se débarrasser de ce régime. Donc une action militaire n'est pas suffisante pour se débarrasser du régime, mais il est clair qu'une action militaire aura un effet très important pour la population iranienne, qui pourra plus facilement manifester et agir pour renverser ce régime. Sophia Amara. J'avais une question, si vous permettez, à poser à l'ancien porte-parole. Benjamin Netanyahu a quitté Washington et il a semblé un peu bredouille, puisqu'il a salué la rencontre avec son ami Donald Trump et dit que, puisqu'il n'y avait pas le choix, évidemment, il appuyait des négociations pour atteindre un accord, tout en doutant de la qualité de quelque accord que ce soit avec un pays tel que l'Iran. Aujourd'hui, il doit rencontrer, ou ce soir ou demain, les responsables sécuritaires en Israël pour leur rendre compte de cette importante rencontre avec le président Trump. Aujourd'hui, pensez-vous que Israël peut y aller sans le soutien ou l'appui des États-Unis ? C'est pas l'intérêt d'Israël d'agir seul, mais on a agi seul durant le mois de juin. Après, les Américains ont suivi quand ils ont vu qu'Israël a quand même, dans une période très courte, neutralisé les menaces anti-aériennes qui étaient installées en Iran et qu'il n'y avait pas grand risque d'agir par la suite. Donc c'est une option, mais je pense que quand la discussion va avoir lieu avec les forces militaires israéliennes, on va également discuter d'un scénario qui est probable, qui est lié au fait que Trump n'arrive pas à un accord avec les Iraniens. Et dans ce cas de figure, il va falloir agir. Et toute cette coordination militaire est très importante. Est-ce que les Américains vont agir en premier? Est-ce qu'ils vont agir avec les Israéliens? Mais on a des objectifs un peu différents. Nous, on n'a pas seulement l'infrastructure militaire qui a été quand même très affectée durant les attaques du mois de juin. Il reste 2 menaces très importantes, et ces menaces-là, c'est à nous de s'assurer qu'elles seront neutralisées. On y revient. Que se passe-t-il? Il est 22h41 heure de Paris. Ces porte-avions bougent à leur rythme. Ça va quoi? 50 km/h? 60 km/h? Oui, c'est ça. On disait entre 40 et 50 km/h. Regardez. Jour et nuit. Jour et nuit, oui, j'imagine bien qu'il... Non, mais parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'ils partent la nuit. La position hier, c'est sur Marine Traffic. Tout le monde peut y accéder. Hein. Ça, c'est l'USS George Bush. Alors, pour l'instant, il quitte la côte est des États-Unis. Regardez, c'était la position exactement hier. Il faut combien de temps pour traverser l'Atlantique? À l'heure de grandeur? Il faut 2 semaines pour arriver au Moyen-Orient. Oui, il leur faudra 2 à 3 semaines pour arriver au Moyen-Orient. Oui, parce qu'il faut passer quand même par la Méditerranée et par la mer Rouge. Il y a les Houthis au passage. Il faut remonter ensuite pour... Vous n'allez pas me dire qu'un porte-avions a peur des Houthis quand même. Ça serait idiot de se ramasser un missile au passage. Donc non, bien sûr, on peut même penser qu'ils déblayeront le terrain avant de passer. Alors, mais ce qui est vraisemblable, plus vraisemblable, c'est qu'il n'a pas besoin de passer la mer Rouge. Il peut aussi épauler, si c'est les Israéliens, il peut les épauler depuis la côte israélienne. Il peut rester en Méditerranée. Ça veut dire qu'il y aurait un porte-avions dans le Golfe Persique et un autre porte-avions en Méditerranée. C'était passé l'année dernière. C'est ce qui s'est passé l'année dernière.
Et c'est ce qui est le plus probable. D'abord pour mieux encercler l'Iran et ensuite pour répartir les risques et ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Exactement. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a un couloir désormais qui a été créé avec l'affaiblissement de la Syrie. Et donc, avec les frappes israéliennes en plus, la Syrie, aujourd'hui, ne peut quasi plus gérer son espace aérien. Alors, bien évidemment, avec la puissance américaine derrière, là, c'est clairement, ça passe tout seul. Et puis, l'Irak, normalement, ne devrait pas avoir trop de problèmes. Et de fait, c'est la possibilité de pouvoir frapper depuis la Méditerranée. Faites-nous l'explication, Gaëtan Bouy, c'est les autres. Là, voilà, cette fois, on a la carte avec tout. Vous avez vos désirs sont des ordres, Gaëtan. Voilà. Félicitations. Mélina Zapotini, qui est la meilleure chef d'édition à l'ouest du PECOS. Elle vous entend, voilà. Et c'est sa dernière émission, donc on la salue, on la remercie tout particulièrement. Regardez, là, effectivement, d'un côté la Méditerranée, de l'autre le Golfe Persique, et selon toute probabilité, donc il y aura de chaque côté des moyens très considérables d'attaque. Oui, tout à fait. Et là, on parle des porte-avions parce que c'est le plus visible, c'est le plus annoncé. Je vois que ce qui a été mis, c'est très bien. On voit un sous-marin qui est tout en bas. Oui. On n'est pas sur n'importe quel sous-marin, puisque l'US Navy déploie constamment un des 4 sous-marins de la classe Ohio. Alors il y en a plus, mais il y en a 4 qui ne sont plus utilisés pour tirer des missiles balistiques intercontinentaux, mais des Tomahawk, des missiles de croisière qui ont une portée de plus de 1600 km. Et un seul de ces sous-marins, c'est 154 missiles. Ça veut dire que tapis dans n'importe quelle mer aux alentours de l'Iran, ce sous-marin peut faire énormément de dégâts avant même d'envoyer le moindre avion, même les bombardiers B-2 furtifs. Vraiment, ce sous-marin a une capacité de frappe qui est tout à fait inégalée. Et si j'ai bien compris, il y a une dimension même économique. Les Tomahawk coûtent relativement moins cher que d'autres missiles, donc c'est... Oui. Et puis il y a moins d'équipage à bord. À bord d'un Ohio, et c'est 155 hommes contre les 5000 du porte-avions. Donc vous rigoliez un petit peu sur le danger que les Houthis peuvent représenter pour un porte-avions. Je rappelle que l'année dernière, les Américains ont perdu 2 F-18 lors d'une manœuvre d'appontage en mer Rouge parce qu'il y avait une menace Houthi, un tir qui arrivait, et dans la manœuvre, il y a eu un peu de précipitation. Ils ont perdu 2 avions de chasse qui sont, je cite, tombés à l'eau. Donc je pense qu'il convient d'être prudent par rapport à ces menaces, et je suis sûr qu'ils le sont, éclairés notamment par cet épisode. Et au Liban, même chose, en 2006, pendant la guerre de 2006, depuis la plage, depuis le bord, enfin en face d'un navire de guerre israélien, un petit missile du Hezbollah a failli mettre à feu, couler un avion israélien devant la population de Beyrouth complètement ébahie. Donc c'est une capacité de nuisance avec pas grand-chose. Allons chercher l'autre porte-avions. Celui que vous disiez, c'est vous qui nous amenez l'information, Amiral Vichot. Là, on voit à quel point vous êtes passionné de ces sujets-là. C'est le Roosevelt, puisque là, il y a vraiment, là, on est dans une concentration qui devient très considérable, parce que sous ces 11 porte-avions, combien sont actuellement en mesure de naviguer là tout de suite, d'après vous? Actuellement, d'après renseignement engin, il y en a 4 à la mer. Il y en a 4 à la mer. Donc en réalité, c'est la quasi-totalité des moyens. Alors les 4 à la mer, il y en a un qui est actuellement, si j'ose dire, tranquille à Yokosuka au Japon, où il est arrivé. Il est en phase d'entraînement. Le Bush, on l'a dit tout à l'heure, est en phase d'entraînement aussi. Le Roosevelt a manifestement terminé son entraînement et vient de faire le plein de ses armements. Et il va rejoindre le Lincoln, donc voilà, tout le monde est là. L'amiral Vichot a beaucoup d'autorité. Moi, je suis très impressionné parce que quand on est commandant de sous-marin, j'aurais pas voulu être sous vos ordres. Vous êtes sûrement un très bon chef, mais enfin assez autoritaire à mon avis. Hein. Bon. Non. Bon, regardons l'autre porte-avions. Alors là, il est encore plus loin. Le Roosevelt, pour l'instant, il est sur l'autre côte. Oui, il est à Diego Garcia. Ah, Diego Garcia, qu'est-ce que je raconte? San Diego Garcia. C'est l'autre. Pourtant, c'est là que je suis monté à bord. Mais à défaut, oui, non, on est vraiment sur l'autre partie, l'autre côte. C'est l'une des plus grosses bases navales américaines. Il y a vraiment beaucoup de moyens qui sont déployés. Et c'est aussi justement l'occasion pour faire le plein de munitions. C'est ce qui a été dit par le général, par l'amiral. C'est magnifique. Au niveau faute, là. Mais justement, ça prouve que les États-Unis sont en train de mettre les moyens. Et quand on se souvient du Venezuela, les frappes sur le Venezuela, là aussi, les Américains avaient mis de nombreux moyens avec un drone secret, avec un drone furtif, avec un porte-avions qui est revenu, ne pas oublier, le porte-avions est revenu de Méditerranée, juste pour le Venezuela, qui n'est pas non plus la première puissance mondiale, très clairement. Et là, on parle de frappes sur l'Iran.
avec déjà 2 porte-avions sûrs, désormais un 3e en route, peut-être un 4e à voir s'il va bouger au niveau du Japon. Donc c'est vraiment à voir si les Américains vont mettre encore plus de moyens pour être certains de pouvoir faire un tapis complet. Là, on voit à quel point, alors peut-être qu'en effet, ça n'est que de la pression, mais ça fait vraiment beaucoup de moyens que se donne Trump. La question, c'est combien de temps se donne-t-il avant de décider quelle option il va sélectionner. Ce qui était intéressant dans ce qu'il disait tout à l'heure depuis le podium de la Maison-Blanche, c'est que Netanyahou lui a dit arrête de divertir les Iraniens. Et ça fait écho, effectivement, aux déclarations de Netanyahou, qui a expliqué en substance que la négociation avec ces gens-là, c'est une perte de temps. Et donc on sent bien que le temps est un facteur clé. Le temps peut bénéficier à Donald Trump en ce sens que ça lui donne de temps, pour revenir à ce mot, d'accumuler des moyens colossaux et qui sont écrasants. Mais vous avez d'un côté des moyens de frappe très très forts, mais du côté du régime de l'Iran, des moyens d'encaissement également. Et de ce point de vue-là, le rapport de force n'est pas si évident ça. Clairement, l'Iran ne pourrait jamais gagner une guerre face aux États-Unis, mais en revanche, ils peuvent durer. Et même si Gaëtan Poïs a nommé a donné le chiffre, le nombre de missiles, c'est fini. Il y a une finitude dans ce que les Américains, même avec tout cela, peuvent faire. Sur combien de temps et qui craque le premier. Je vous donne tout de suite la parole, mais repassons par Washington, puisque les choses sont très évolutives ce soir. Sonia Ndridi, à l'heure où nous parlons, qu'est-ce qu'on sait exactement de ce que Trump a dit ou laissé dire? Puisqu'on comprend qu'il y a beaucoup d'informations qui passent par la presse, par des, une sorte de off, quoi. Oui, alors tout à l'heure à la Maison Blanche, il a dit que il se tenait prêt pour la phase 2. Donc la phase 2, ça serait que les États-Unis passent à l'offensive, mais il a dit qu'il donnait à peu près 1 mois aux Iraniens pour conclure un accord. Et lorsqu'un journaliste lui a demandé si Netanyahou, le Premier ministre israélien, hier à la Maison Blanche, avait tenté de le convaincre de ne pas continuer les négociations, eh bien, il a dit: je parlerai aux Iraniens autant que je le souhaite, donc pour montrer que c'était lui qui donnait le ton et lui qui prendra la décision. Merci beaucoup Sonia, on vous retrouve évidemment dès qu'il y a du nouveau et on voit un autre développement, c'est en termes cette fois de renseignement. Le drone Triton, c'est ce gros drone dont les données de vol ont été repérées par plusieurs sources. Il a été repéré notamment près de la frontière iranienne. L'avion militaire a décollé de Bahreïn. Il a patrouillé au-dessus du détroit d'Ormuz. Le drone a décollé ensuite d'Abu Dhabi. Il a mené sa mission au-dessus de la mer d'Oman. C'est ce grand trajet. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît, Gaëtan Poïs. Cet œil et cette oreille américaine qui se baladent comme ça un peu partout autour de l'Iran. On est concrètement sur un drone qui vole très très haut. On est au-delà de l'altitude des avions de ligne. C'est vraiment un bijou de technologie. Au final, c'est un très grand planeur. Ça ne va pas très vite, mais l'objectif, c'est de rester de très longues heures. On ne parle pas de quelques heures de mission. On est parfois sur des jours de mission. Et l'objectif, c'est de rester sur place. L'objectif, c'est aussi d'avoir différentes informations, des données radar, avec des images qui ne sont pas dépendantes de la météo, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'est bon. Alors, qu'il neige en Iran, peut-être pas, mais à défaut, on est vraiment... Pas de ce côté-là, pas de ce côté-là. Mais il a neigé à Téhéran. Il neige très souvent. Et d'ailleurs, on voit encore des traces de sang sous la neige. Moi, j'avais une question pour vous, Gaëtan, si vous le permettez. Est-ce que l'autre objectif, et elle est un peu béotienne cette question, c'est pas d'être vu également, quand même, dans ce cas-ci, parce qu'on a cette information. Est-ce que cet avion... cet aéronef... Le pilote appelle ça un avion, donc c'est pour vous dire la taille de l'engin. J'imagine que s'il souhaitait ne pas être repéré du tout, y compris par Flight Radar, il en aurait les moyens. Or là, il y a une volonté quand même manifeste, me semble-t-il, et je vous pose la question, de voir, mais également d'être vu. Il est justement... Il y a un transpondeur sur Flight Radar. Il est détectable. Tout à fait. Et il y en a qui volent aussi en mer, du côté de la Méditerranée et non loin de la Crimée. Ou au-dessus d'Israël. C'est tout à fait... Oui, c'est clairement, le but, c'est d'être vu. Voilà. Très clairement, tout le monde peut le suivre et c'est d'ailleurs une des zones où il y a le plus de chances de le voir sur les différents... Et les Iraniens n'arrivent pas à l'abattre? Non, alors l'abattre c'est quelque chose parce que si vous l'abattez, concrètement il faut s'attendre à une réponse américaine derrière et en plus on est sur un vol au-dessus des eaux internationales, donc il y a aucun moment les Iraniens pourraient trouver une excuse valable. Les Russes l'ont fait.
au-dessus de la mer Noire avec un drone américain. Quelle a été la réponse des Américains? Ils sont allés le chercher, rien d'autre. Rien. Ils sont allés le chercher parce qu'ils ne voulaient pas que cette technologie tombe entre des mains ennemies. Donc ils sont allés le chercher au fond de la mer Noire. Ça vaut très très cher. Je vous laisse donner le prix. Mais par contre, à part ça, moi j'ai pas vu de réponse décisive de la part des Américains dans ce cas précis. Ou alors elle m'a échappé. C'est un bijou, hein. C'est un bijou de technologie. Là, on a une projection de puissance en termes de renseignement. Les Américains, alors ils ont déjà tout le renseignement numérique, ils ont tout le renseignement par satellite et ils ont ça. Tout à fait. On est sur un cumul de différents moyens. Là, on n'en voit qu'un, mais il y a aussi des avions, littéralement des avions de ligne, qui ont été vidés avec des capteurs de détection pour capter tout ce qui est au niveau des radars ennemis. Ils peuvent géolocaliser, détecter et confirmer. Vous voulez dire qu'il y a de faux avions de ligne? Il y a des avions de ligne qui non, c'est des avions de ligne qui ont été transformés. Des quadri-réacteurs, des rivet joints pour être précis. Ou des combat cents pour les plus gros. Les Britanniques ont aussi ça, merci amiral. Mais à défaut, on est vraiment sur un cumul de moyens. Il faut pas prendre juste ce drone ou juste les satellites. Il y a beaucoup plus derrière parce qu'on est sur une puissance qui est quand même incomparable. Amiral. Non, c'est très bien dit. Il y avait également, on vous a vu sur l'image qui a été projetée tout à l'heure sur la carte, on voyait un P-8 Poséidon. Ça, c'est un navire de surveillance maritime, de patrouille maritime américain, dernier cri également. C'est la dernière génération. Et ça, c'est utilisé pour traquer les sous-marins et faire la surveillance de tout le golfe arabo-persique. C'est-à-dire en particulier du détroit d'Ormuz qu'on voit sur la carte, là, qui est le passage resserré, où souvenez-vous, je crois que c'est la semaine dernière, il y avait déjà un pétrolier américain qui a été agressé par des passedarans. Donc ces deux avions-là sont très symboliques de la surveillance qui est exercée sur le golfe arabo-persique aujourd'hui. Le régime des mollahs ne désarme pas. Regardez, il défie en quelque sorte les États-Unis, il défie le président Trump. La séquence qu'on va voir est très parlante. Prêtez-y vraiment attention parce qu'il y a un petit côté un peu pitoyable. On sait pas une armée surpuissante et en même temps c'est ce régime qui tue, qui a des moyens de nuisance très considérables et peut-être, comme vous le disiez aussi, peut-être même de porter des coups aux Américains. Regardez. مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا. Voilà, c'est cette espèce de défilé, c'est sur un... Alors qu'est-ce que c'est comme bateau? Alors Mort à l'Amérique, ça fait 47 ans qu'il le scande, donc ça on finit par connaître. Comment? Non, Marbach Amerika. Voilà. Mort à l'Amérique, Marbach Israël. Mais sur un bateau, qu'est-ce que c'est comme bateau là? C'est ce qu'il appelle. C'est leur porte-drone. C'est-à-dire que c'est un navire qui, vous voyez, avec un pont d'envol, il peut mettre en œuvre des hélicoptères et donc bien évidemment aussi des drones et tous des avions à décollage court. Quel est le risque qu'ils font peser? Vous êtes toujours avec nous, Edouard Kikirman. Quand vous voyez ces images, vous savez bien, certains en souriront en se disant, mais au fond, vous les Israéliens, vous exagérez volontairement le danger iranien parce que vous voulez absolument pousser à la guerre. D'abord, on n'exagère pas. Vous savez que depuis on s'est retiré du Liban et de Gaza, on a eu à peu près 200 000 missiles qui ont été tirés sur Israël, des missiles et des obus, et toutes ces attaques ont été financées, organisées, orchestrées par l'Iran. Donc toute la population israélienne a été affectée par ces 2 années de guerre. Et donc on peut pas ignorer ce qui s'est passé. Par contre, quand on voit ces images, c'est amusant parce que on a le sentiment que même si on sait que c'est les Iraniens qui ont découvert le jeu des échecs et qui l'ont inventé, mais on a l'impression de jouer une partie de poker et plutôt avec des menteurs qui mentent assez mal. On a vu que pendant les 12 jours de guerre en mois de juin, qu'en fait l'armée iranienne a été neutralisée, a pas fait grand-chose. Et ça, c'était contre Israël. Donc avec toute l'armada américaine, je pense que l'Iran a une situation très compliquée et je pense qu'ils n'ont pas vraiment de carte militaire à jouer. Et qu'à force de dire qu'on va massacrer les Israéliens, les Américains, etc., tout le monde sait qu'en fait, ils sont très faibles. Ils sont très faibles aussi parce que économiquement, ils s'épuisent. Il n'y a pas que le danger militaire, il y a également le fait que leur situation économique est catastrophique et surtout que le peuple en a ras-le-bol. Donc cette menace est à l'intérieur. On voit que des leaders, des anciens leaders de ce régime des mollahs, aujourd'hui s'opposent à ce régime.
et que la plupart de la population, on parle de 80%. Edouard Kuckerman, regardez s'il vous plaît les images, puisqu'on comprend bien ce porte-avions de lanceur de drones. Celui qu'on voit là, c'est le même qu'on voit là sans la défilé de l'anniversaire de la Révolution. Ça paraît assez étonnant. Comment est-ce que vous regardez, de quel œil vous regardez ça, Gaëtan Pouy? Est-ce que c'est uniquement pour la montre ou c'est une efficacité réelle? Ça peut avoir une efficacité réelle. En fait, je ne peux pas le confirmer, tout simplement parce que l'Iran est fortement connu, comme d'autres, l'Iran n'est pas le seul, à faire une énorme propagande derrière. Combien de vidéos ont été truquées avec différents lancements de missiles, et puis 3 semaines après, on se rend compte que c'était à chaque fois un copier-coller de la même image. Et donc là, derrière, on a un drone qui vole, là c'est certain, ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut réellement faire derrière? Quelle est sa charge d'emport? C'est peut-être tout simplement un drone de reconnaissance, ou peut-être juste un drone tout court pour voler. Donc voilà, les images sont là, il y a un potentiel derrière. Maintenant, il faut aussi le rappeler, on est à quelques navires. Je crois qu'il y a 2 ou 3 navires qui ont une capacité de drone. Avec encore, là, on est sur un pont d'envol qui est assez long. Pour un petit drone de petite taille, à voir s'ils peuvent en lancer de nombreux drones pour pouvoir éventuellement pouvoir frapper ou endommager un des navires américains. Mais faire de très gros dégâts avec ces quelques navires, je ne le pense pas. Ce qui est plus inquiétant, c'est ce que pensent les Israéliens, qui est que les Iraniens ont relancé leur programme de missiles balistiques. Alors, excusez ma prononciation, merci madame. Khorramshahr 4, qui est le nouveau modèle de ces missiles, à un seul étage et à combustible liquide, mais qui aurait une portée de 3000 km. Et ça, c'est la menace directe sur le territoire d'Israël, avec un missile assez performant, puisqu'il aurait une charge de 1500 kilos, ce qui est quand même ça fait de jolis trous, quoi. Vous voyez là l'image par intelligence artificielle que les Iraniens ont produite, que le régime de Téhéran a produite, qui met en scène une sorte de destruction. Alors, je sais pas quelles sont les armes qui sont représentées là par. Alors évidemment, tout ça est plus que fictif, mais avec des casques qui sont ceux de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une espèce de Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Mais les navettes, en revanche, sont celles qu'effectivement ils ont maintenant. Les Zulfikar, oui, exactement. Des vedettes qui vont à 52 nœuds, 96 km par heure, et qui ne peuvent pas aller très loin, elles ne peuvent pas dépasser les 50 km. Je veux dire, elles ne peuvent pas aller en haute mer. Mais ils sont nombreux, ils en ont 500, ils en ont même donné au Venezuela, donné ou vendu une centaine, qui ont été vues, filmées, des images qui ont été fact-checkées. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de ces images un peu ridicules d'IA, et ceux qui criaient Marbach America sur le porte-avions ou le porte-drone, ce qui a été vraiment vu, et en matière de paix, on se demande s'il va y avoir la paix ou la guerre, ce qui était réellement présent à l'anniversaire de la révolution en plein cœur de Téhéran, aux côtés du président, ce sont des missiles Khorramshahr qu'Israël, monsieur l'ancien porte-parole pourra confirmer, craint, puisque ça va au-delà d'Israël, ça pourrait même attendre une partie de l'Europe. Et ce qui est le plus grave, c'est que Larijani a dit clairement, il a dit quoi que disent Netanyahou, il s'insurge, ou alors il joue bad cop, good cop, il dit négocier sur le balistique, l'équipe qui doit négocier iranienne n'a même pas le droit d'évoquer cela. Sophia Mara, pour celles et ceux qui nous rejoignent, il est 23h. Et je rappelle ces nouvelles qui sont tombées il y a quelques instants. Le président Trump parle d'une phase 2. On va l'entendre dans un instant. Et il parle aussi, et cette fois c'est un réarmement beaucoup plus général qui semble s'adresser non seulement aux Iraniens, mais aussi et peut-être plus encore aux Russes et aux Chinois, d'un armement en matière nucléaire de tous les B-52 qui le peuvent en théorie, mais qui là pratiquement seraient équipés d'armes nucléaires. Écoutez d'abord le président Trump. Nous devons convenir d'un accord, sinon il y aura des conséquences très dramatiques. Et je ne veux pas que ça arrive. Ils auraient dû faire un accord la première fois. À la place, ils ont eu l'opération Marteau de minuit. Ce sera vraiment dramatique s'ils ne conviennent pas d'un accord. S'il n'y a pas d'accord, ce sera une histoire différente. Netanyahou m'a dit « Arrêtez de les divertir et arrêtez de leur parler ». Je n'ai pas dit que je ne discuterai pas. Je leur parlerai aussi longtemps que je le souhaite et nous verrons si nous n'arrivons pas à nous entendre avec eux. Si ce n'est pas le cas, nous passerons à la phase 2. La phase 2 sera très difficile pour eux. Ce n'est pas ce que je recherche. Le moment militariste de Trump, ce qu'il dit là, adressé à l'Iran, et ce qui s'ajoute à ses déclarations sur le fait que maintenant tous les B-52, l'armée de l'air américaine affirme être prête à équiper l'ensemble de sa flotte de B-52 pour des missions nucléaires et à doter tous ses missiles balistiques intercontinentaux de têtes multiples
si elle en reçoit l'ordre. Il y a un changement de ton à Washington. Non, bien sûr, et il est en train d'essayer de crédibiliser cette menace, parce que je pense qu'il y a une certaine frustration du côté de cette Maison-Blanche par rapport à l'attitude du pouvoir iranien qui lui dit chiche et qui, par exemple, fait changer le lieu de la négociation. Les Américains voulaient la Turquie, les Iraniens ont imposé Mascate à Oman, et puis ça a été très bien dit, il y a des conditions qui sont posées par les Iraniens, parce qu'on parle beaucoup des exigences américaines et israéliennes, mais les Iraniens ont des exigences en matière de lever des sanctions, ils sont en train de faire des demandes, et la négociation, c'est, je parle sous le contrôle de Madame l'ambassadeur, qui en a fait quand même beaucoup, voilà, c'est du donnant-donnant. Et donc, les Iraniens sont en train de demander, qu'est-ce que vous êtes prêts à mettre sur la table? Et je pense que quand vous accumulez autant de moyens, le risque, c'est celui, l'expression n'est pas de moi, de l'impuissance, de la puissance. Parce que si les Américains se retrouvent à devoir utiliser une partie ou tout cela, eh bien, c'est que cette pression psychologique et cette accumulation n'aura pas rempli l'objectif qui est celui de pousser, contraindre, dissuader et convaincre le compétiteur, l'adversaire, l'ennemi, qu'il doit céder dans le cadre d'une négociation. Et pour l'instant, clairement, le compte n'y est pas. Après, voilà, moi je vous rapporte ce que je peux lire, ce que j'entends et ce que je vois. Qu'est-ce qui en réalité se dit derrière des portes fermées? On peut se demander ça pour Mascate, mais aussi à Washington. Après tout, le Premier ministre israélien a quand même passé 3 heures après Donald Trump. Pas de conférence de presse commune derrière. Il y a sans doute eu quand même énormément de choses et d'options qui ont été abordées. De nouvelles révélations sur l'affaire Epstein et l'affaire Epstein en France. Vous allez voir à quel point la pelote est en train d'être tirée. Il y avait le diplomate Haïdan, mais il y a beaucoup d'autres personnalités de première importance qui sont maintenant nommées, et à fur et à mesure qu'on découvre le contenu des emails, les surprises sont toujours plus vertigineuses. Écoutez d'abord cet avocat expliquant que Epstein entrait en France comme dans un moulin. En fait, monsieur Epstein, la France était sa destination favorite. Il venait en France 12 fois par an, il séjournait des semaines et des semaines. Il était accueilli les bras ouverts par l'État français. On sait qu'il venait en jet privé, où il y avait des personnes qui étaient dans ce jet, des personnes qui repartaient de France dans ce jet privé. Donc, il y avait un passe-droit. Évidemment, monsieur Epstein, il rentrait comme dans un moulin en France, sans qu'il y ait aucune question qui lui soit posée, alors même qu'il avait été, par exemple, condamné en 2008. Et vous nous avez rejoint, Eve Cheftel, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes la directrice de la rédaction de Marianne et il faut saluer la couverture de votre magazine, le réseau français d'Epstein. Vous avez beaucoup travaillé avec toute votre équipe là-dessus. Quand on voit l'appartement d'Epstein à Paris, c'est 800 mètres carrés à l'avenue Foch, on comprend que c'était une espèce d'épicentre de ses activités à Paris. Tout à fait. On a même d'ailleurs réalisé une carte du Paris d'Epstein. C'est un peu, il y a Emily in Paris. Là, c'est Jeff in Paris. Les différents lieux qu'il fréquentait, de la place des Vosges, qui était l'endroit, enfin le lieu où Jacques Lang a son appartement, l'avenue Foch. Donc ça, c'était son appartement. Le Bon Marché où il allait faire ses courses, à la grande épicerie avec sa dernière compagne Karina. J'ai oublié son nom. Et puis il y avait tous ces lieux aussi qu'il fréquentait parce que ce qu'il aimait, c'est obtenir des passe-droits pour visiter le musée d'Orsay. D'ailleurs, c'est écrit en un mot, d'Orsay, D-O-R-S-A-Y. En fait, il se servait de ses contacts parisiens pour lui ouvrir les portes du palais, alors du château de Versailles, du musée d'Orsay, du musée du Louvre, pour des visites en privé. Il aimait ça, en fait. Expliquez-nous le processus du piège. Par exemple, dans cet appartement et dans beaucoup d'autres, il y avait des caméras. C'est-à-dire, à chaque fois, les gens étaient peu à peu piégés. Alors, il se dit que toutes les nombreuses résidences qu'il avait en France ou à l'étranger étaient équipées de caméras. Et c'est pour ça qu'on pense que il avait appris peut-être auprès des Russes la technique du compromat, de monter des dossiers sur les gens, et que c'était en fait un maître chanteur, mais à la dimension de la planète, puisque Epstein, c'est finalement la mondialisation, la prédation fait à la dimension de la planète entière. Et effectivement, on voit qu'il a bâti sa fortune, notamment en soutirant de l'argent à des personnes dont on peut imaginer qu'il avait des dossiers sur eux parce qu'il les avait invités à participer à des fêtes, entre guillemets, bien sûr. Sylvie Berman, là, il y a cet appartement et puis il y a plusieurs hôtels particuliers dans Paris qu'il louait en plus et il prêtait à ces gens. Et ça, il y a beaucoup de détails très concrets. Par exemple, les négociateurs d'Oslo, dont on parlait tout à l'heure, ils utilisent l'appartement d'Epstein à New York et à Paris. Tous les gens qu'il tient petit à petit, il leur prête simplement l'appartement quand ils sont de passage à Paris.
Et oui, parce qu'ils leur offrent des avantages et eux sont redevables ensuite. Alors, redevables de quoi? On n'en sait rien, en réalité. Je pense, oui, c'est un maître chanteur, c'est quelqu'un qui organise des réseaux. C'est avant tout un grand pervers. Et voilà, mais il s'achète un petit peu des gens. Après, on ne sait pas ce il en attend en retour. Peut-être aussi une forme de protection, parce qu'il a tellement de contacts à haut niveau qu'il se dit qu'il sera protégé par la suite. Quelle est l'implication des services? Vous avez cité les Russes, potentiellement, il y a la CIA, il y a le Mossad, tous ces gens-là savent très bien faire des compromattes, et les Français. On a une très belle enquête qui est faite sur les appartements de Jeffrey Epstein à Paris. Vous imaginez bien qu'à un moment ou un autre, le personnage entre dans les radars, vu les fréquentations qu'il a. Et d'ailleurs, je renvoie à un article dans Marianne, qui a été fait justement au moment de l'enquête en 2019 sur Jean-Luc Brunel, qui est un agent de mannequin français. Et à ce moment-là, dans le cadre des enquêtes menées par les services français, il y a un document qui est émis, un document d'entraide qui est envoyé aux services américains, afin que ces derniers puissent contribuer à l'enquête. Et c'est à ce moment-là que sont saisis notamment certains des serveurs et donc des emails, 4500 qui sont des emails envoyés et qui font partie des documents auxquels nous avons accès aujourd'hui. Donc les Français peuvent feindre, j'allais dire, la surprise et la découverte, mais c'est, pour reprendre votre expression de tout à l'heure, un peu de tartufferie là encore. Il y a des Français qui étaient très au courant. Je cite d'ailleurs Donald Trump, quand il appelle, c'est un coup de fil qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, parce qu'on n'est pas certain qu'il ait eu lieu en réalité. Quand il aurait appelé le chef de la police qui diligente une enquête au début des années 2000... C'est ce que dit le chef de la police de Miami. Et qui dit, oui, mais il ne retrouve pas le document qui prouve que le coup de fil a eu lieu. Il aurait dit, mais c'est très bien que vous faites ça, fait des choses horribles. D'ailleurs, dit Donald Trump, tout le monde était au courant. Parce que, je ne sais pas si c'est dans votre enquête à Marianne, outre les caméras, qu'est-ce qu'il y a sur les murs de ces appartements? Des photos très explicites de jeunes femmes, très jeunes, nues. Dans les salons, dans la salle de massage. Ce qui fait que quand vous rentrez dans cet univers, cette exposition vous rend quelque part à cette réalité-là complice. Soit vous dénoncez, vous sortez, soit vous mettez ça, j'ai entendu l'expression, oui, bon, il avait des goûts douteux, où commence la frontière de l'art, où est-ce qu'elle s'arrête? Regardez l'image la plus extraordinaire pour comprendre ce qu'était le système Epstein, et ça n'est que le début, c'est la galaxie Epstein, et c'est la galaxie presque au sens alors métaphorique, mais vraiment ça ressemble beaucoup à une galaxie. Le point rouge, c'est Epstein lui-même, et cette espèce d'arborescence où à chaque fois, il fait la connaissance d'une personne importante, et ça l'aide à accéder par des dîners, par des prêts, par des cadeaux. On va voir des cas assez fous. Il aide quelqu'un à se faire refaire les dents, enfin des choses comme ça. Parfois vraiment très très terre à terre, mais enfin c'est beaucoup d'argent. Des chaussures, etc. Et voilà. Et dans ce fonctionnement-là, expliquez-nous, Xavier Giacomoni, l'avion d'Epstein jouait aussi un rôle très important. Le Lolita Express, c'est ainsi qu'il a été surnommé, évidemment en référence au roman de Nabokov. Cette passion pour les jeunes filles à peine pubères. Lequel Nabokov, d'ailleurs, faut le préciser, avait après toujours dit qu'il condamnait pour autant toute forme de pédophilie. Oui, après le roman. Et d'ailleurs, on trouve dans ses résidences, dans l'avion, on trouve des exemplaires du roman. Alors cet avion, c'est pas n'importe quoi. Au début, on peut penser à un jet privé, comme les hommes d'affaires en utilisent de manière assez courante, qui peut transporter 10-12 passagers. On voit les images. Cet avion, c'est un Boeing 727, un appareil qui a été entièrement refait pour Jeffrey Epstein, qui a été entièrement aménagé. Alors il y a un salon, il y a plusieurs chambres. C'est un appareil qui peut transporter, dans sa version ligne Air France ou autre compagnie, de 150 à 190 passagers. Ouais. Donc c'est vraiment un gros avion. Combien de passagers vous dites dans sa version ligne? 150, 190. Oui, donc c'est un énorme avion. C'est un énorme avion. C'est un avion de ligne. C'est pas un petit jet. C'est fascinant parce que quand on pense à avion privé, oui, c'est ça. Tous ceux qui sont allés dans des avions privés, souvent c'est assez décevant. Même un avion de ligne, c'est plus confortable parfois. Un avion privé. Regardez la chambre. Ça fait non, ça c'est vraiment un avion de milliardaire. C'est plus petit que celui de Trump, mais c'est déjà un très très bel appareil. Bon, c'est un appareil qui est dépassé maintenant, qui n'est plus en circulation. Mais c'est un avion très très imposant qui coûte, pour le faire comme ceci, entre 20 et 30 millions d'euros. Et à la limite, ça, c'est pas le plus cher. Mais le plus cher, c'est l'heure de vol. 20 000 euros
par heure de vol, et on pense que Epstein, dans ses grandes années, l'a utilisé 600 heures dans l'année. Donc là, on arrive à 12 millions d'euros au bas mot chaque année pour l'avion. Et surtout, dans cet avion, il amène énormément de personnalités. Alors, il va de New York à Paris, il va de New York à son île dans les Caraïbes, par exemple, et il va aussi à beaucoup de conférences dans le monde entier où il emmène beaucoup de monde. Et dans ces personnages, il y a Bill Clinton, qui serait monté 26 fois dans l'avion. Alors, pas forcément pour y faire des orgies ou des bacchanales, mais pour aller à des conférences. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit l'ex-président 26 fois en 2 ans. Ça, c'est quand même... Quand on a été président des États-Unis, on sait que la moindre faveur qui vous est faite, c'est quand même très compromettant. Et il y a des témoignages pour Clinton, dans cet appareil, la plupart du temps, il y avait de très jeunes femmes. Voilà, je pense que c'est important de le dire. Parce mais sur le degré, juste qu'on comprenne bien, sur le degré de compromission, c'est quand même des gens qui ont représenté quelque chose. Alors, quand on est ancien président des États-Unis, accepter 26 invitations d'un personnage comme ça, c'est quand même assez... Mais surtout, en 2 ans, en 2 ans, l'ancien président ne se déplace pas tout seul, je le rappelle, il a un service de sécurité avec Bill Clinton. Il y a le secret de service. Sur un avion. Donc quand vous faites, si vous voulez, ce raisonnement, vous arrivez à des conclusions qui sont, et je veux euphémiser la chose, franchement troublantes. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qui se passait sur cet avion ? Pourquoi ça s'appelle le Lolita Express ? Là, j'ai quelqu'un qui m'écrit, Yakov Safar en l'occurrence, qui s'appelait le Lolita Express parce que c'est les services de protection de Bill Clinton qui l'ont renommé ainsi. Donc, si ce qui est décrit se passait sur cet avion, je veux bien, avec Xavier, on a donné une formidable description à l'instant. Est-ce qu'on peut ignorer que c'est en train de se passer à côté ? Je veux dire, le niveau de cloisonnement, moi, je sais pas, je suis jamais monté à bord d'un avion reconfiguré comme ça. Et puis, si ça se passe 26 fois, alors peut-être que les 2-3 premières fois, il y a des attentions qui sont prises. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a un sentiment d'impunité. L'avion est assez grand pour qu'il puisse y avoir du monde dans les salons, qui boivent des coupes de champagne ou autres, et d'autres personnes dans la chambre à coucher, avec éventuellement des jeunes femmes non majeures, et qu'il se passe des choses condamnables par la justice. Ça, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, il y a des témoignages qui disent qu'il y avait des fêtes totalement délirantes à bord même de l'avion. Qu'est-ce qu'on sait, Sonia Dridi ? Les informations, presque minute par minute, continuent de tomber sur exactement ce qu'il y a dans ces millions de mails. Il y en a combien d'ailleurs au total ? 3 millions, enfin le dernier... donc c'est un travail évidemment colossal, ça va peut-être durer des années en termes de justice, mais il y a beaucoup d'enquêtes de presse. Qu'est-ce qu'on sait sur ce que les services secrets savaient ? Eh bien, tout à l'heure, j'ai notamment interviewé l'un des républicains, enfin le républicain qui a vraiment poussé à la publication de ces documents, qui a fait voter la loi pour que ces documents soient publiés. Et lui me dit, il a accès aux documents non caviardés, et il me dit que selon lui, eh bien, Jeffrey Epstein était lié d'une manière ou d'une autre, peut-être surveillé. En tout cas, il me parle de liens avec la CIA et éventuellement le Mossad. Il m'a dit que c'est pas possible d'avoir ce niveau de connexion cette façon dont il a entretenu toutes ces relations et ne pas avoir de lien, m'a-t-il dit, avec la CIA. Et c'est vrai que dans ces documents qui ont été publiés, on voit notamment la dernière salve de documents, les 3 millions de documents, il y a des emails et des échanges de textos entre Jeffrey Epstein et un ancien directeur de la CIA sous Joe Biden, Bill Burns. À l'époque où il était diplomate, Bill Burns a répondu on lui avait simplement présenté Epstein comme un grand financier. Il avait des liens, on le sait, avec des personnalités russes au sein du gouvernement, mais également des expatriés russes qui étaient d'intérêt pour la CIA. Donc c'est vrai que tout ça, pour certains, renforce la thèse qu'il était lié à la CIA. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Massie, donc le républicain à qui j'ai parlé, me disait qu'au départ, il pensait que tout ça, l'affaire Epstein, c'était une théorie du complot et que, eh bien, au fur et à mesure, selon lui, il a vu que c'était l'ampleur de cette affaire et également les liens potentiels avec des services de renseignement. Sonia, merci. Vous avez utilisé sur ce plateau, ça m'a fait lever l'oreille parce que évidemment c'est un sujet, le terme de complot. Vous dites qu'il y a quelque chose de l'ordre de comploteur dans tout ça. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce terme. C'est pas parce qu'il y a des complotistes qu'il n'y a pas de complot. Je veux dire, il y a une réalité, il y a l'organisation d'un système. Après, il va s'agir de mettre les mots, et ça c'est le travail de la justice qui est ô combien important ici, parce qu'on a tendance à s'attarder sur ces détails, ce personnage, ces connexions, etc. C'est très bien. Mais il ne faut jamais oublier les victimes.
qui se comptent par centaines, peut-être par milliers, et Xavier Giacomini a rappelé l'âge très jeune de certaines d'entre elles. On les a vues apparaître il y a 24 heures au Congrès américain, et pendant que Pam Bondi, responsable du département de la justice, qui a refusé, si vous voulez, d'entendre ce qu'elles sont là pour dire. Et pourquoi n'y a-t-il eu personne, à part lui et sa femme, sa conjointe, de condamnés? Je veux dire, c'est un scandale qui est en train de... Vous avez cité le prix Nobel, etc. Ça abîme, en fait, l'idée même qu'on peut se faire du politique, de la justice, aussi de la mondialisation. Alors, pas besoin de l'affaire Epstein pour abîmer la réputation de la mondialisation, mais il y a cette idée de cette élite mondialisée qui s'affranchit de tout et qui nourrit les complotismes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complot. Il y a un personnage central qui organise à des fins. Certains y verront comme une très grande tartufferie. C'est vrai qu'on vit dans un monde, à bien des égards, toujours plus puritain. Dans toutes les entreprises, on dit aux gens, attention, si vous avez une facture de 22,50 €, il ne faut pas obliger de la déclarer, etc. Il ne faut pas accepter des cadeaux. Et là, les États vous disent ça, les gouvernements vous disent ça, les agences vous disent ça. Et les mêmes personnes acceptent des cadeaux pour se faire refaire les dents, acceptent l'un d'entre eux 10 millions pour de coucher sur le testament de leur enfant. C'est quand même très pourri. C'est très pourri. Enfin, on sait qu'il y a un certain nombre sont très pourris. Il y a un certain nombre de noms là-dessus. On parlait des Ehud Barak et d'autres qui étaient de toute façon accusés de corruption ou autre et qui avaient, on va dire, été suggéré qu'ils avaient déjà commis des crimes, notamment financiers. Ce qui est choquant là-dedans, c'est pas simplement, même si c'est très grave, une certaine fin d'acheter des gens, mais c'est vraiment d'acheter des jeunes filles, en fait. C'est le côté aussi pédophile qui pose des questions. Moi, je regardais aussi hier... pédophile et Macron. Macron, oui. Et l'interrogation de Pam Bondi hier était vraiment intéressante. D'abord, elle ne regarde pas les victimes, ce qui est très choquant, mais Jamie Raskin, donc, qui est à la fois un élu démocrate, mais aussi lui-même un avocat, a dit, mais on parle d'enfants jusqu'à 9 ans dans certains des documents qu'ils ont vus sans être caviardés. Comment vous n'avez pas poursuivi? C'est-à-dire, bon, il y a des crimes politiques et financiers, mais là, on est sur quelque chose de encore plus grave. Et comment c'est possible aux États-Unis, mais aussi ailleurs, de toute évidence, parce qu'on parlait aussi, que ça soit des diplomates français ou autres, qu'il n'y a pas eu de grosses enquêtes là-dessus. Passons par la ligne du temps. C'est très important. Regardez, prêtez vraiment attention à ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire ceux qui disent on ne savait pas, parce qu'évidemment, tout dépend du temps. Ça dépend à quelle époque, de quelle époque on parle. Il faut bien retenir les années. C'est-à-dire que la condamnation d'Epstein, elle est de 2008. La première, voilà, première plainte en 2005. 2008, il plaide coupable, il est condamné à 18 mois de prison. Il est libéré ensuite sous contrôle judiciaire. Il y a d'autres poursuites, l'inculpation, et puis en août 2019, retrouvé mort dans sa cellule. Un peu en avant par rapport à 2005. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand même. Il y a énormément de choses qui frappent. La fortune d'Epstein, par exemple, qui n'est pas si monumentale que ça, qui son train de vie n'est pas justifié par sa fortune, mais on peut y revenir. Mais il y a aussi le fait que dès le début 2000, Donald Trump prend largement ses distances. C'est-à-dire que lui, il sait. Dans les années 2000, avant 2005, avant la première condamnation qui intervient en 2008, Trump a compris qu'il ne fallait pas rester avec ce personnage avec qui il s'était coquiné pendant plus d'une dizaine d'années. Ils ont un différent immobilier aussi autour de Palm Beach. A priori, il n'y a pas que ça. Il y a effectivement ceux de différents immobiliers. Il y a une histoire comme quoi il aurait été inconvenant avec une masseuse dans le club Mar-a-Lago de Donald Trump. Mais on voit bien que aux États-Unis, entre 2000 et 2005, il n'y a pas que Donald Trump d'ailleurs qui sait, beaucoup de gens prennent leur distance avec ces personnages-là ça nous avant amène même qu'ils soient condamnés. Au volet français à votre enquête. Donc 2008, c'est la condamnation, la première condamnation. Et tous les personnages qu'on va voir après, ils ont loué le rien bien après 2008. Et parlez-nous notamment de Frédéric Chalin, musicien français. Alors c'est intéressant, Frédéric Chalin, il rencontre Jeffrey Epstein à Santa Fe, puisqu'il est directeur de l'opéra. Il a été nommé directeur de l'opéra de Santa Fe. Il est invité chez lui, où il a un ranch, enfin ça fait partie de ses multipropriétés. Et il dit de ses propres mots, il écrit ensuite à Epstein pour lui dire c'était une soirée absolument merveilleuse. Il dit je suis enivré de votre présence. Enfin, il est absolument fasciné. Et ensuite ils vont à partir de là nouer une amitié. Et en 2013, on a retrouvé un mail où Frédéric Chalin, en fait, dit à Epstein, je t'ai trouvé une fille formidable pour ton prochain séjour à Paris, étudiante en philosophie, 21,
sous-entendu 21 ans. Elle ressemble un peu à l'actuelle femme de Polanski. Et il se trouve que Maël Jouan, le journaliste de Marianne, a retrouvé cette jeune femme parce que finalement, le deal, entre guillemets, ne s'est pas fait. C'est-à-dire que la jeune femme a refusé d'aller au rendez-vous. Et pourquoi ? Tout simplement, elle a tapé dans Google. Ah oui. Et elle a lu, tout simplement. Donc il suffisait de taper dans Google. Ouais. Voilà. Et donc, elle nous dit, Chalin m'a demandé par message si j'étais intéressée pour rencontrer Epstein, pour l'assister lors de son passage à Paris. On ne sait pas bien exactement, voilà, si c'est une escorte ou bon. Bien sûr, il euphémise, il est très fort. Oui, c'est assistante, accompagnatrice, etc. Voilà. Et elle dit. Je suis allée sur Google, taper son nom, j'ai vu qu'il avait été condamné par la justice pour des faits graves, cela sentait mauvais, etc. Et après, Chalin va revenir un peu ennuyé vers Epstein en lui disant, alors il dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et Epstein dit Google, point d'interrogation. Epstein, lui, il sait, oui, il sait pourquoi. Lui. Très bien. Il dit oui, elle m'a posé des questions, je savais pas trop comment répondre, mais je vais poursuivre mes recherches, etc. Et il va faire la même chose avec un autre musicien, voilà, dont le nom est également sorti, un franco-libanais qui s'appelle Simon Gréchy. Et pour la même chose, il va... Et parlons-en de Simon Gréchy, parce que là, on entre dans le côté affreusement trivial et même un peu, un bas de gamme de tout ça. On sait désormais donc qu'il demandait à ce pianiste reconnu dans le milieu de la musique pour son talent de lui trouver des assistantes encore une fois. Ouais. Et il lui souhaite d'abord la bonne année de 7 janvier. On est en 2013, donc bien après évidemment les condamnations dont on parlait. Et s'ensuivent des messages concernant la dentition de Simon Gréchy qui nuirait à son image et à sa carrière. Le financier lui propose de prendre en charge les soins du pianiste, qui lui fait traiter ses caries, etc., lui fait mettre un appareil dentaire pour exactement $4 207. Et il y a une contrepartie. Gréchy l'invite à de nombreux événements en France, soirées privées au château de Vaux-le-Vicomte, festival musique à l'Opéra Bastille, c'est ce que vous disiez, ces espèces de petits avantages qui visiblement séduisaient beaucoup un certain public. Sylvie. Oui, absolument. Et alors, beaucoup dans le monde de l'art aussi, parce qu'il jouait un rôle de mécène. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a aidé Jack Lang, la fille de Jack Lang, ces musiciens dont on parle, et d'autres qui parlent effectivement de mécénat, même si c'était autre chose. Et encore une fois, en dehors de son côté, effectivement, grand pervers, c'était surtout un homme de réseau et qui jouissait de cette puissance avec ses contacts importants et qu'il recherchait, puisqu'il demandait à chacune des personnes qu'il aidait, est-ce que tu peux me mettre en contact avec un tel ? Est-ce que il recherchait ça ? Je veux dire, il y a quelque chose de très psychanalytique. Il cherche à entrer à l'Élysée, il cherche à entrer auprès de Poutine. Aussi, voilà, oui. Souvent, il a les portes fermées à la fin quand même, mais enfin, il l'essaie. Il essaie. Parce que c'est, encore une fois, sa fascination réseau, pour les puissants, fascination pour l'argent, fascination pour le sexe, pour les mineurs fascination, aussi. Même besoin. Il a c'est des besoins inadmissibles. Comment expliquer que tant de gens se soient fait avoir à ce point ? Parce que comme musicien fauché se disent je me fais inviter, je me fais payer mes dents, je sais pas moi, bon. Mais quand on est ancien président des États-Unis comme Clinton, on va voir le cas de Jack Lang qui est tout à fait saisissant parce que cet homme-là était président du comité Nobel. Il était ancien Premier ministre de Norvège. Je connais pas la retraite d'un ancien Premier ministre de Norvège, mais enfin, connaissant ces pays-là, ça doit être confortable. C'est pas quelqu'un qui était à la rue. Non, mais avant d'être à la tête du prix Nobel, il était secrétaire général du Conseil de l'Europe. Donc, de toute façon, il était rémunéré à cet égard. C'est ensuite qu'il a pris le prix Nobel. Alors, lui, son cas est intéressant. La Norvège est très visée. Je veux dire, la France, oui, parce qu'il y résidait beaucoup, mais entre la reine de Norvège qui a dû présenter aussi des excuses, un couple de diplomates qui avaient participé aux accords d'Oslo et qui étaient très réputés, enfin, il y a... Jacques Lang, donc lui, il sollicite une garantie d'Epstein pour l'achat d'un appartement. Avec sa famille, il avait prévu un voyage sur son île. Et aujourd'hui même, développement de l'affaire, il a été perquisitionné par la justice parce que, évidemment, il est extrêmement mal pris. Mais c'est là où il y a quelque chose de passionnant chez Epstein, c'est qu'en fait, par rapport à tous les margoulins, par rapport à tous les playboys qu'on peut voir, il fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que lui donne de l'argent tout de suite.
quel que soit, alors que soit un montant de $4 200 pour refaire des dents, ou beaucoup plus pour acheter un appartement, comme l'ancien Premier ministre de Norvège d'ailleurs. Et c'est-à-dire qu'il appâte les gens, et après il en tire un profit. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment il finance tout ça. À sa mort, sa fortune est estimée à $500 millions, essentiellement d'ailleurs des propriétés. Hein, il y a l'île paradisiaque, il y a sa propriété au Nouveau-Mexique, il y a l'appartement de New York, évidemment l'appartement avenue Foch. Donc là, il y a quelque chose à creuser, parce que avec les 500 millions, si on ajoute l'avion, il peut pas financer le train de vie qu'il a. Alors évidemment, ça nous paraît tous une somme totalement délirante, mais par rapport aux dépenses engagées, il peut pas les financer. C'est là où on peut avoir beaucoup de doutes sur le fait qu'en sous-main, il y ait des gens qui financent. Alors évidemment, sa spécialité à lui, c'est le blanchiment d'argent finalement. C'est un financier de haut vol, ça il faut le dire, c'est son métier. Il ne gère que des milliardaires, donc il y a de l'argent qui passe, il peut en profiter, mais on peut se demander si derrière il n'y a pas de l'argent qui vient d'ailleurs et qui lui permet d'entretenir ce réseau. On a vu tout à l'heure l'image totalement délirante, la galaxie du réseau Epstein. Ça ne peut pas se financer tout seul, et certainement pas sur son argent propre. Il s'est fait beaucoup d'argent, je crois, aussi au moment de la chute de l'Union soviétique. Hein. Enfin, c'est ce que racontait Françoise Thom dans Thom, je sais pas comment on prononce, mais dans l'Express. Hein, Françoise Thom. Ouais, Thom, c'est bien ça. Et souvent ici. C'est assez, oui, je sais. C'est assez passionnant ce qu'elle raconte, hein, parce que comme c'était un peu un champion de l'évasion fiscale, il aurait aidé de nombreux apparatchiks, notamment à transférer l'argent hors de l'Union soviétique, puis après aider les mêmes oligarques à contourner les sanctions occidentales contre Moscou. Donc il y a aussi tout cet aspect-là, mais je pense que ça c'est le rôle après des journalistes. À la fin, il reste 500 millions. Voilà, exactement. Ce qui est pas monumental finalement. Et il a laissé 10 millions quand même sur son testament aux enfants de Rod Larsen. Ce qui est surprenant. Pour quelle raison, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'ils ont touché l'argent Ça, moi, j'ai pas l'information. J'en sais rien, parce que la fille de Jack Lang dit qu'elle n'a jamais touché l'argent. Je crois que c'était 5 millions et qu'elle n'en avait même jamais entendu parler. Ni déclaré. La mort même, il faut dire ce qu'il y a, la mort même d'Epstein reste mystérieuse, et le mystère s'est encore épaissi ces dernières heures, puisqu'il y a des vidéos qui ont été effacées. Personne ne sait encore à l'heure où nous parlons s'il a été tué, parce qu'au moment où il y a son suicide, les caméras s'éteignent pendant une certaine partie. Si vous voulez, il y a un faisceau d'éléments qui sont pour le moins troublants. D'abord, il est dans une cellule, et vous l'avez rappelé, où il est filmé, où il est censé être filmé sans discontinuer H24 parce qu'il y a un risque de suicide. Il a un codétenu dans cette cellule qui est sorti de la cellule 24 heures avant qu'il soit retrouvé mort. Or, le nom de son codétenu reste inscrit sur la cellule, ce qui laisse à penser, du côté des gardiens, qu'il n'est pas tout seul. Ensuite, il y a la position du corps, il y a la manière dont les éléments, si vous voulez, quand il y a un décès qui est constaté, il y a une enquête qui est menée outre l'autopsie. L'autopsie, pareillement, donne des conclusions qui sont relativement, j'allais dire, confondantes, enfin qui sont pas hyper convaincantes par rapport à l'option suicide. Il y a le traitement des éléments qui sont retrouvés dans sa cellule, qui paraissait hasardeux d'un point de vue professionnel. Et il y a aussi le système de caméras dans cette prison de haute sécurité, aussi la manière dont il est organisé, c'est-à-dire qu'on voit pas sur ce qui a été publié l'accès, l'escalier qui mène et la partie qui mène à la cellule de Jeffrey Epstein. C'est qui, quoi ? Pour qui, enfin, qui profiterait le crime si c'en est un, enfin, voilà. On tourne sans cesse autour de cette question avec Jeffrey Epstein. Mais ces questions qui relèvent aussi aux États-Unis de beaucoup des questions que en mode un peu complotiste de la base MAGA, c'est aussi ça l'ironie, c'est-à-dire que Donald Trump l'a utilisé comme tremplin en quelque sorte pour se faire élire, et aujourd'hui pour dénoncer un complot d'une élite de gauche surtout, de l'État profond. Et aujourd'hui, on voit Steve Bannon, on voit autant la gauche Clinton, Chomsky que la droite comme Steve Bannon, comme Trump lui-même. Chacun se rejette la balle. Chacun se rejette la balle ce soir en disant regardez, c'est la gauche caviar, ou regardez, c'est la droite conservatrice. Il y a quand même il y a tellement une liste aux États-Unis de membres de l'administration actuelle qui sont impliqués que c'est quand même impressionnant. Je veux bien qu'il y a Clinton qui de toute façon avait aussi des déboires autres, donc c'est moins étonnant, mais il y a quand même un certain nombre de gens comme Steve Bannon où ils se sont fait de l'argent en accusant la gauche, mais très clairement ils sont très impliqués.
Regardez, écoutez ce que dit Trump ce soir, parce que l'autre, évidemment, affaire, et qui est d'une importance géopolitique majeure, c'est ce que Trump dit au sujet du réarmement, et c'est tout à fait inédit dans l'histoire des États-Unis, peut-être depuis la chute du mur de Berlin. Il y a une sorte de course aux armements qui est annoncée ce soir, et il y a évidemment le deuxième porte-avions, et même peut-être le troisième. On va entendre d'ailleurs dans quelques instants l'amiral Vichot à ce sujet. D'abord, Trump. Nous devons convenir d'un accord, sinon il y aura des conséquences très dramatiques, et je ne veux pas que ça arrive. Ils auraient dû faire un accord la première fois. À la place, ils ont eu l'opération Marteau de minuit. Ce sera vraiment dramatique s'ils ne conviennent pas d'un accord. S'il n'y a pas d'accord, ce sera une histoire différente. Netanyahou m'a dit « Arrêtez de les divertir et arrêtez de leur parler ». Je n'ai pas dit que je ne discuterai pas. Je leur parlerai aussi longtemps que je le souhaite et nous verrons si nous n'arrivons pas à nous entendre avec eux. Si ce n'est pas le cas, nous passerons à la phase 2. La phase 2 sera très difficile pour eux. Ce n'est pas ce que je recherche. Voilà les paroles, et elles sont appuyées par les actes. Amiral Vichot, vous nous avez rejoint. On va voir les images de la base de Diego Garcia. C'est décidément une base au milieu de l'océan Indien qui semble être le principal tremplin, en quelque sorte, des armes américaines. Et on la scrute avec notre rédaction soir après soir. Et l'image qu'on va voir montre qu'il y a toujours plus d'avions qui sont amenés. Cette base de Diego Garcia qui était vide, enfin qui était peu occupée jusqu'à peu. Et maintenant, voilà, soir après soir, il y a plus d'avions. Amiral, expliquez-nous un peu, donc en particulier, ces gros avions et ces tankers qui se sont maintenant posés là. Vous avez 3 types d'avions là sur la photo. Il y en a 2 qui sont des transports. Le C-130 Hercule, c'est un transport de matériel. Donc lui est là pour ravitailler l'île en missiles et en bombes. Le KC-135, c'est un pétrolier. Il est arrivé, il est chargé de carburant. Ça peut être du carburant aviation, ça peut être du carburant pour les bateaux. Et puis les 2 P-8 Alpha Poséidon, ce sont des avions qui sont des chasseurs de sous-marins, des avions de surveillance maritime qui peuvent surveiller la surface des océans et donc détecter toute menace de surface, que ce soit des drones ou des bâtiments de surface. Xavier Giacomoni, la rotation s'accélère. On va voir les images notamment des avions de ravitaillement Diego Garcia, parce qui joue un rôle très important. Souvenez-vous, lors des frappes américaines avec les B-2 en juin dernier, en fait, Diego Garcia avait été utilisé comme un leurre, c'est-à-dire qu'il y avait une première escadre de B-2 qui était partie vers Diego Garcia avec les transpondeurs allumés. On les avait bien vus sur tous les sites de suivi aérien, alors que ceux qui allaient vraiment bombarder l'Iran partaient côté Atlantique pour traverser l'Atlantique et aller bombarder directement. Donc tout ce qui se passe là-bas est toujours très très intéressant à suivre. Les Poséidons, c'est passionnant. Moi j'étais dans le détroit d'Ormuz à Oman il y a encore quelques jours et il y avait en permanence un P-8 Alpha Poséidon qui tournait autour et qui faisait de l'observation, qui cherchait surtout à voir où étaient les vedettes rapides des gardiens de la Révolution basés à Bandar Abbas. Amiral, expliquez-nous l'image qu'on voit là très exactement, qui est en lien, qui aide à comprendre pourquoi on a besoin de tant d'avions dans la région. Alors là, c'est un ravitaillement, donc c'est les stratotankers que vous avez vu tout à l'heure sur l'image de Diego Garcia qui vient ravitailler en kérosène, en carburant aviation, un chasseur bombardier, un multirôle qui s'est approché et donc là il est en train de faire le plein. Et on l'apprend à l'instant, il y a eu maintenant au moins 147 vols d'avions C-17 et C-5 de l'US Air Force depuis des bases aux États-Unis et au Japon vers des bases du commandement central de l'armée américaine. On fait pas tout ça pour rien. Là, il y a un effort, il y a une gradation. Oui, on a les Américains et les Israéliens et les combattants dans cette zone ont consommé une quantité phénoménale de munitions pendant la fameuse opération de l'été dernier et même depuis, puisqu'il y a eu des raids encore assez fréquents. Donc en fait, il y a une consommation phénoménale de missiles, à tel point d'ailleurs que les Japonais ont fourni des missiles aux Américains. Donc parce qu'ils les ont prélevés sur leur stock pour pouvoir combler les déficiences américaines. Donc les chaînes américaines, elles tournent à plein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a plus beaucoup de missiles pour l'Ukraine. Et actuellement, ils sont plutôt orientés sur ce théâtre parce qu'il faut recompléter les stocks de tous ces avions, de tous ces bateaux, parce que les bateaux aussi emportent des missiles. Les bâtiments de guerre qui accompagnent le porte-avions, ils ont aussi des missiles capables de frapper sur la terre.
Je rajouterais que c'est pas simplement des missiles offensifs, mais aussi, par exemple, les batteries Patriot et THAAD, et tout ce qui est intercepteur aussi pour protéger notamment les cieux, notamment les bases américaines éventuellement, et Israël. C'est plutôt les Arrow 3 pour les missiles, mais bon, le dôme de fer n'est pas fait pour des missiles. Ils prennent tout. On est à plus de 10 000 tonnes de matériel transféré déjà depuis le début de la crise. Et évidemment, il y a une montée en puissance extraordinaire. Et visiblement, Donald Trump veut être prêt à toute éventualité avec cette nouvelle information de l'envoi d'un autre porte-avions, d'un second porte-avions. Non, pendant la guerre des 12 jours, il y a une part considérable, je crois que j'avais lu quelque part, j'arrive pas à retrouver ma source, 20-25% des missiles intercepteurs américains sur zone qui ont été consommés, utilisés. Et donc il y avait l'impérieuse et urgente nécessité de recompléter les stocks. Et c'était d'ailleurs l'une des raisons qui était donnée, j'allais dire en off par les Israéliens, qui dans un premier temps avaient dit à Donald Trump d'attendre d'accumuler davantage de moyens humains et matériels pour ne pas trop précipiter les choses si ça devait effectivement être mis en œuvre. L'armée américaine change de ton. On va voir les déclarations, on va voir ce que dit Exet à ce sujet, on va voir de quelle façon là, une espèce d'agressivité américaine revendiquée. On disait beaucoup, rappelez-vous, il est très différent des néoconservateurs, il veut pas intervenir partout. Les choses sont en train peut-être de bouger. L'armée de l'air américaine affirme ce soir être prête à équiper l'ensemble de sa flotte de B-52 pour des missions nucléaires et à doter ses missiles balistiques intercontinentaux de têtes multiples si elle en reçoit l'ordre. Il y a Xavier Giacomoni, un ton, et l'armée américaine se met au diapason de Trump sur un ton beaucoup plus offensif. Après ce qui s'est passé au Venezuela, il y a maintenant Cuba, il y a l'Iran et il y a ça. Oui, il y a une sorte de paroxysme qui est en train d'atteindre Donald Trump. Alors le nucléaire, dans le cas de l'Iran, on voit pas bien le rapport parce que la question d'utiliser de bombes nucléaires pour bombarder l'Iran, ce serait entrer dans un cercle vicieux totalement délirant et qui a priori n'est pas du tout dans le schéma. Mais Donald Trump veut montrer qu'il est prêt à toute éventualité et que ses moyens sont considérables parce qu'effectivement, c'est le seul pays au monde qui peut mobiliser une telle flotte dans le sens large du terme, que ce soit en termes d'avions ou en termes de bâtiments. Et une flotte d'ailleurs qui parcourt le monde en permanence. On l'a eu d'ailleurs pour intercepter les missiles des Houthis, un porte-avions en mer Rouge, un porte-avions en mer d'Arabie, voire même parfois un en Méditerranée, comme ça risque d'être à nouveau le cas. C'est une nouvelle époque qui veut l'écrire, même en termes de militarisme de la société. Exet, il incarne ça. C'est le secrétaire à la guerre. Il a d'ailleurs changé de nom. Et écoutez de quelle façon il retrouve son discours sur le thème. L'armée va se muscler et elle va, je prends leur mot, se viriliser. Nous faisons revivre l'éthique guerrière. Nous éliminons les distractions. Fini le DEI, fini les mecs en robe. Fini le culte du changement climatique, la justice sociale ou le politiquement correct. Nous en avons fini avec toutes ces conneries. Nous en avons fini avec notre diversité est une force, qui est la phrase la plus stupide de l'histoire militaire. Notre diversité est une force. Notre général avait l'habitude de le répéter sans cesse avec un visage impassible. Non, non et non. Huberman, la révolution conservatrice est en marche, et cette fois, c'est l'armée qui est touchée. Oui, tout à fait, mais c'est le culte du guerrier. Et si on se souvient de ce qui était dit par les néoconservateurs, les Américains viennent de Mars alors que les Européens viennent de Vénus. Et c'est la réhabilitation, effectivement, de Mars, donc du guerrier. Et c'est pas un hasard si la dénomination du ministère, du secrétaire d'État a été changée de ministre de la Défense à ministre de la Guerre. Alors en même temps, ce que ne veut pas Trump, c'est une guerre interminable avec des troupes au sol et pour rétablir la démocratie. Il y a une vision du monde, on sent bien que... Mais il y a une vision du monde qui est de dire on va être plus agressif, on est plus guerrier. Oui, on est les plus forts, effectivement. C'est-à-dire, encore une fois, on ne fait pas de guerre, mais on intervient de manière brutale, efficace, rapide, comme ça a été fait pour enlever Maduro et comme ça a été fait avec l'opération Marteau de minuit. Que dit l'amiral français ? Il dit qu'on a été des précurseurs puisque nous avons changé, nous sommes passés du collège interarmées de défense à l'école de guerre.
Nous sommes repassés. Donc, vous n'avez pas tout à fait le temps que Pete Exet, sauf votre respect, amiral. Lui dit c'est fini les conneries. Non, mais vous nous parlez du collège, de l'école, de blablabla. On n'a pas besoin d'être grossier pour être efficace. Oui, mais ça a le même sens. C'est parfaitement clair. Mais c'était le même sens. Je me souviens très bien. J'étais à l'époque dans les dernières promotions de l'école supérieure de guerre navale. Et j'avais un très bon ami, que j'ai toujours d'ailleurs, qui était un Espagnol, qui est d'ailleurs devenu amiral, et qui disait, c'est amusant, en France, vous êtes passé de l'école supérieure de guerre navale à collège interarmé de défense. On voit que vous devenez vraiment très humble. Et depuis, on a repris je dirais du poil de la bête. Ce sursaut. Et on a changé ces dénominations, c'est important aussi. Je me rappelle l'ancien, comment s'appelait-il, l'ancien patron de la CIA qui a aussi été secrétaire d'État, qui disait il faut que la CIA soit agressive et brutale. Il disait Mike Pompeo. Il disait il faut que la CIA soit brutale. C'est comme ça qu'elle est grande. La CIA peut pas être doucereuse, elle peut pas être gentille. Il se vend aux Moudjahidines du peuple aujourd'hui pour des conférences grassement payées. Pas sûr que ce soit une bonne référence en matière de réflexion idéologique, mais ce que dit Pete Exet à l'instant est d'une bêtise abyssale. C'est-à-dire qu'il est clairement en train de contribuer à l'affaiblissement de cette armée et de ce pays. Quand il dit, vous savez, c'est terminé la diversité, demandez à l'amiral s'il veut exactement le même mec sous ses ordres multipliés par 127. Vous imaginez votre plateau, Darius, avec 6 Gallagher autour. Vous rigoleriez 5 minutes, mais il y aurait plus d'infos au bout de 10 minutes. Ce qui fait la force de ce plateau, c'est quand, et c'est l'expression que vous utilisez souvent, je vous cite, diversité des points de vue. Donc vous éliminez, vous gommez ça. Et vous avez 10, 100, 1000 personnes qui sont les mêmes, qui réfléchissent de la même chose et qui sortent exactement du même moule. Est-ce que vous pensez que c'est ça la clé de la victoire ? On a de la chance, il n'y a qu'un seul Gallagher. Non, mais par diversité, il parle de... Non, il veut juste se débarrasser des femmes et il veut pas de... Exactement. Et ça, c'est la faiblesse. Il a viré ou poussé à la retraite un certain nombre dans une femme amirale, je crois, qui se présente en Caroline du Sud contre des républicains en disant... Moi, ma vision de l'armée et de notre avenir n'est pas celui de ce gouvernement et il va avoir des problèmes parce qu'il y a un certain nombre qui sont vraiment en colère au ministère, au département de la guerre, comme on le dit aujourd'hui. C'est pas forcément un discours qui plaît aux militaires, même si ça a l'air très guerrier. C'est peut-être contre-productif, étant donné notamment la population américaine et surtout à l'armée. Et il faut rappeler d'ailleurs que des gens comme Obama, qui tenaient un discours très éloigné, ont pu être très militaristes, ils ont pu tuer de manière tout à fait illégale un certain nombre de leurs ennemis en signant des ordres par drone. Donc c'est pas parce qu'on est LGBT, je sais pas quoi, qu'on est indépendant des opinions politiques ou des duretés politiques. Non, mais au contraire, aux États-Unis. Et c'est intéressant parce que le premier mandat de Trump, il était encore contre le changement climatique et c'est des généraux qui ont dit ça a quand même un effet sur la guerre et il faut le voir quand même comme une de nos facteurs, de nos missions. Vous êtes très étriqué d'esprit. Cela étant, est-ce qu'il se passe quelque chose en termes de révolution conservatrice ? Il y a beaucoup qui considèrent qu'il faut les démocraties doivent être plus musclées, plus dures, moins ouvertes à l'immigration. Regardez le voyage de Vance en Europe, la complicité très affichée avec Madame Meloni, qui incarne ça, une partie des nationalistes européens qui estiment que le temps est venu d'une espèce de retour de balancier par rapport au camp des progressistes. Écoutez, ce moment, il est assez intéressant de complicité. Il y a vraiment une ligne très directe entre Vance et Meloni en particulier. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à Rome, à l'occasion de l'intronisation du nouveau pape Léon. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'inauguration des Jeux Olympiques, 2 événements qui témoignent d'un système de valeurs qui unit l'Europe et les États-Unis, qui unit le monde occidental. C'est la base de notre coopération et de notre amitié, du futur que nous voulons construire ensemble. Je suis donc très heureuse d'avoir cette opportunité. Je sais que vous ne compreniez pas ce que je disais. J'ai appris l'italien depuis la dernière fois que je vous ai vu. Alors, la scène est tout à fait extraordinaire. Je rappelle que Mitterrand racontait que quand il parlait avec Helmut Kohl pour les photographes, il ne connaissait pas un traître mot. Donc il lui disait ce qui se rappelait vaguement au Stalag, il disait Ich Kartoffeln coupé. Le pauvre Kohl comprenait vaguement ça. C'est ces scènes-là, mais enfin, politiquement en revanche, ils sont très proches.
Ils sont très proches. Bon, elle vient du mouvement néofasciste, et elle est hostile à l'immigration, même si elle a naturalisé un certain nombre d'immigrés. 450 000. Oui. Absolument. Mais je veux dire, elle réussit, Oui, réussit, bon, 4e pays exportateur, avec l'aide européenne aussi d'ailleurs. Il faut et le dire. elle est très respectée au sein de l'Union européenne, alors qu'au début, on pensait qu'elle serait peut-être anti-européenne ou hostile à l'aide à l'Ukraine. Donc elle est très respectée en Europe. C'est pratiquement aujourd'hui, d'ailleurs, la personnalité la plus forte. J.D. Vance, il a fait le choix de la droite et de l'extrême droite. On l'a vu effectivement en Allemagne. Ouais. Et c'est lié à l'immigration. C'est-à-dire que lui, comme Donald Trump, dit on ne reconnaît plus Paris, on ne reconnaît plus Londres, arrêtez avec... Dans quelle mesure ça fait écho en France? Écoutez, Bruno Retailleau, il accordait cet entretien ce soir après sa déclaration de candidature. Il est candidat à la présidence de la République, annonce faite dans l'après-midi. Il a été l'invité de TF1. Ensuite, cette première grande interview où il parle de son caractère, de son programme et notamment de l'Occident. Lui dit, il ne faut pas avoir honte d'être occidental. Et oui, il est en phase avec Vance en tout cas quand il dit il y a un risque de suicide civilisationnel. Des gens comme Vance vont très loin. Ils disent il y a un suicide civilisationnel. Le pensez-vous? Je pense que par exemple l'Europe, lorsque elle a fait la promotion du hijab, elle disait d'ailleurs, souvenez-vous, le slogan c'était la liberté dans le hijab. Oui, l'Europe a eu cette tentation. L'Europe a eu cette tentation comme le monde occidental avec une mauvaise conscience. Cette mauvaise conscience nous habite. Et nous, les Français, il faudra disqualifier notre histoire. Moi, je veux au contraire, notamment pour les jeunes Français, donner une France à aimer. Je pense que si on veut réussir à redresser la France, on ne le fera pas si on se culpabilise. Au contraire, c'est la fierté française que je veux porter. Il y a une supériorité de l'Occident à vos yeux ? Il n'y a pas de supériorité de l'Occident. Simplement, l'Occident, c'est une géographie, l'Ouest, c'est une histoire qui prend ses racines en Grèce, à Rome, à Jérusalem, des racines judéo-chrétiennes. Mais l'Occident, c'est d'abord un élan de liberté. C'est d'abord un grand élan de liberté. Et cet élan créateur qui nous a permis, sur le plan artistique, sur le plan philosophique, sur le plan scientifique, de donner au monde de très belles découvertes. Et ça, l'Occident doit en être fier. Il faut arrêter la repentance perpétuelle. Voilà, et c'était l'interview enregistrée ce matin en Vendée, sur les terres de Retailleau, pas loin de son village de Saint-Malo-du-Bois. Est-ce que vous entendez ça, cette idée que l'Occident a beaucoup battu sa coulpe et qu'il y a un moment donné où il doit aussi être fier de ce qu'il est? Incontestablement. Vous le pensez aussi? Ah, totalement, oui. Je ne suis pas d'accord surtout avec M. Retailleau, mais sur ce point particulier, c'est vrai. Il y a eu une action de civilisation de la France et d'autres puissances occidentales. Alors, on regarde l'histoire en oubliant que c'était dans un certain contexte et il y a déjà longtemps. Bon, il y a des choses qui sont inadmissibles aujourd'hui, qui à l'époque étaient parfaitement légales, tolérées, pratiquées par pratiquement tous les peuples qui y avaient sur la planète. Donc il faut arrêter d'avoir des repentances quand ce n'est pas le lieu et pas le moment. Et aujourd'hui, il faut vivre avec son temps, avec tous les progrès qu'on a fait dans l'acceptation des autres, du fait qu'ils puissent vivre différemment. Il faut se préparer avec le changement climatique à des migrations qui sont sans commune mesure avec celles que nous vivons aujourd'hui. Quand toute la zone intertropicale sera devenue inhabitable, où vont aller les gens qui sont là-bas? Ce sont les plus nombreux au monde. La fierté, quand il parle de la fierté, beaucoup de Chinois sont très fiers d'être Chinois, d'Américains très fiers d'être Américains. Il y a aussi un nationalisme russe très fort. Beaucoup disent, c'est absurde que les Européens soient l'exception. Les Européens ont l'air de s'excuser presque d'être Européens. Non, je suis en désaccord total. D'abord, la première chose qui me frappe, moi j'ai toujours du mal avec cette notion d'Occident. Monsieur Retailleau l'a défini comme une géographie. Ah bon? Ça commence où l'Occident et ça s'arrête où? Si c'est une géographie, vous mettez la Russie dedans, vous allez de Washington jusqu'où? Ensuite, il dit c'est un élan de liberté. Il n'y a pas d'élan de liberté en Amérique latine, dans certains pays africains, en Asie, etc. Ensuite, je pense qu'il confond... il vous répond, Amiral Huchot, là-dessus, sur la liberté. Excusez-moi. Sur la liberté. C'est le président Mitterrand qui disait l'Europe, elle s'arrête là où s'arrêtent les monastères mérovingiens.
Donc voilà, c'était une manière d'avoir une référence. Hein. Donc il est remonté. On parlait de l'Occident. Il parlait de l'Occident. Non, l'Europe. Par contre, je vous rejoins tout à fait. Effectivement, on retrouve le goût pour la liberté individuelle dans toute l'Amérique latine. Mais qui est-ce qui a apporté ce goût pour la liberté individuelle? À l'époque des Incas, ça n'existait pas beaucoup. Hein. Donc là aussi, il faut. Vous voulez dire que c'est les Lumières européennes qui l'ont amené? La liberté individuelle, c'est quelque chose que portent les Européens. J'ai eu cette chance de vivre de l'autre côté du monde, hein, dans le Pacifique, etc. J'apprécie énormément la civilisation chinoise et la civilisation japonaise, mais moi, ce qui me frappe quand j'ai vécu là-bas, c'est le fait que là-bas, c'est la communauté qui prime sur l'individu, et nous, on a toujours été élevés avec l'individu à une importance, parce que, je n'en déplaise à certains, il est l'incarnation... La reconquête de la liberté en Amérique du Sud, elle se fait après que les États-Unis aient aidé à installer, aient appuyé des régimes dictatoriaux parmi les pires au monde au XXe siècle. On peut parler du Chili de Pinochet, on peut parler de l'Argentine, on peut parler du Brésil. Donc la liberté, elle se conquiert, et effectivement, elle existe ailleurs que dans le monde occidental. Mais quand l'amiral Michaud dit la liberté est une idée occidentale. Non, la liberté individuelle. Oui, la liberté de la personne. Oui, mais pas du tout pareil. L'autre chose qui me frappe, c'est cette obsession de nous serions dans la repentance. Et vous avez mentionné un très bon exemple. Moi, je vais vous donner des peuples, ou plutôt des pouvoirs, pas des peuples, des pouvoirs qui ne pratiquent pas la repentance. Vladimir Poutine ne pratique aucune repentance. Xi Jinping ne pratique aucune repentance. Il y en a d'autres comme ça. Est-ce que c'est vraiment ça l'idéal auquel nous qui avons donné les Lumières, vous parlez de cette influence universelle, etc., ce à quoi nous aspirons? Je pense qu'il y a une confusion entre repentance et réflexion. Et c'est tout à l'honneur des démocraties d'être réflexives, d'être capable de regarder les parts d'ombre, les parts sombres et les parts de lumière dans leur passé, de les juger, de condamner certaines pratiques afin de ne pas les reproduire, mais d'être capable aussi de célébrer des figures, parfois de les revisiter avec des doutes, etc. Le problème, c'est qu'il y a une forme d'anachronisme aussi. Quand on voit, par exemple, au Royaume-Uni, où on détruit pratiquement toutes les statues et où ils sont même prêts à abattre celle de Churchill, ça pose quand même problème. C'est-à-dire qu'on doit revendiquer notre histoire, et justement sans vision trop anachronique. Donc la colonisation, c'est très complexe aujourd'hui. Je ne crois pas à cet argument de l'anachronisme. Je vais vous dire pourquoi. Quand on dit, oui, mais vous savez, il y avait un contexte. Il y a des choses qui sont intemporelles, universelles. Si tout n'était qu'une affaire de contexte, comment se fait-ce que nous ayons mis fin à l'esclavage, à l'apartheid, à la ségrégation? Parce qu'il y a des gens qui ont refusé le contexte, qui ont dit non. Parce que universellement, et d'un point de vue humain, c'est inacceptable de soumettre, d'opprimer, d'esclavagiser, etc. Oui. À chaque fois, des gens se sont levés dans des contextes et les ont dénoncés. Et il y a des choses qui ne sont pas que contextuelles. Est-ce qu'on sort de la défense des intérêts? Tout à l'heure, vous citiez Churchill. Churchill, ça a été pour nous en Europe un immense défenseur de la liberté. Il était simultanément un très grand esclavagiste, colonialiste. Il y a des textes un peu racistes chez lui. Totalement. C'était les deux à la fois. Le colonialisme, c'était une politique de gauche, puisque les conservateurs, ils avaient la hantise du pouvoir allemand, et pour eux, la menace, elle était à l'Est, mais à l'Est, en Alsace-Lorraine. Donc les autres, eux, ils apportaient la civilisation dans le monde, et le colonialisme était un mouvement qui était associé à celui des Lumières. Il y avait pas, je ne cacherai pas qu'il y avait aussi des intérêts économiques, bien évidemment, mais il y avait aussi ça. On continuera ce passionnant débat. Pour l'instant, je remercie très chaleureusement d'abord Mélina Zapotini, qui est notre chef d'édition. C'est la dernière fois qu'elle réalise cette émission. Elle va vers d'autres cieux, et on la salue, on la remercie très chaleureusement au nom de toute la rédaction de LCI. Merci à vous sur ce plateau, à toute l'équipe qui a préparé cette émission, et à vous de nous suivre. Bonne soirée.